Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Alors je vous dirais, à la fois pendant la présentation et pendant l'intervention après, je vous dirais Profondo Rosso, parce que le titre français est atroce, j'ai jamais réussi à m'y faire, c'est des frissons de l'angoisse. Voilà, quand on voit le film, on n'est pas, c'est pas une série Z, on n'a pas du tout envie d'utiliser le titre français, alors que le titre original italien, Profondo Rosso, est beaucoup plus beau. Parce qu'en fait, on peut le traduire par quelque chose comme rouge profond, si vous voulez, un rouge profond. Et évidemment, quand vous verrez le film, ça appelle plusieurs types de lectures. Hein. Ça peut être le rouge du sang, ça peut être le rouge de la peinture, ça peut être donc une lecture picturale. C'est un titre qui indique beaucoup plus ce qu'est le projet d'Argento. Et vous allez vite le comprendre en quelques plans quand vous allez voir évidemment le début du film. Alors, c'était assez compliqué de se dire D'abord, on ne peut pas faire un cycle sur le cinéma italien sans passer un film d'Argento, première chose. Parce que pour moi, c'est un des plus grands cinéastes italiens de ces 40 dernières années, et pas uniquement d'ailleurs, italien. Comme le disait Jean-Paul, c'est quelqu'un qui a eu, on pourrait dire, il faut quand même le reconnaître, ses défenseurs, ses aficionados, hein, sa secte à l'époque, on disait, dans les années 70-80. Argento était, dans les années 70, considéré par un milieu cinéphile amateur de cinéma de genre, de fantastique, thriller, si vous voulez, était considéré un peu comme une rockstar. Hein, mais la critique institutionnelle a mis beaucoup de temps à le reconnaître. Et ça s'est opéré de façon un peu massive, on pourrait dire, à la fin des années 90, quand il y a enfin eu un grand hommage qui lui a été rendu à la Cinémathèque française. Vous savez, quand la Cinémathèque française rend hommage à un auteur, c'est que là, c'est bon. Je veux dire, il a la carte. On peut écrire dessus dans Télérama, je veux dire. Avant, c'est pas possible. Donc, alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on est en 99, quand la Cinémathèque rend hommage à Argento, qui tourne quand même déjà depuis 30 ans. Et comme souvent, malheureusement, quand on rend hommage à des auteurs de façon un peu tardive, quand on n'est pas à l'heure de leur production, et ben on n'est pas forcément synchrone avec le meilleur de leur production. Et c'est vrai qu'il y a un âge d'or du cinéma d'Argento qui va en gros de 69, on pourrait dire à la fin des années 80, début 90, et que depuis une quinzaine d'années, il continue à tourner des films. Il y a des moments passionnants, des projets passionnants, mais le niveau des films d'Argento a quand même baissé. D'où ce paradoxe qui est que lorsqu'on s'est mis à dire aux gens, il y a un cinéaste génial, vous ne le connaissez pas, ça fait 30 ans qu'il tourne, il s'appelle Argento, les gens sont allés en salle voir son dernier film, qui était Le Fantôme de l'Opéra, une relecture du livre de Gaston Leroux, qui est un film passionnant, mais qui est en deçà des grands films qui l'ont fait connaître, parmi lesquels Suspiria, vous l'avez peut-être entendu parler de Suspiria, j'espère pour vous. Inferno, Phénoména, Ténèbres, Opéra. Et puis, il y a dans la carrière d'Argento, on pourrait dire ces quatre premiers films, hein, enfin ces quatre premiers films, 4 de ces 5 premiers films, auxquels appartient Profondo Rosso, donc Les Frissons de l'Angoisse, film qui date de 75. Alors, en 2 mots, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir de Dario Argento, c'est que c'est quelqu'un qui est né dans le milieu du cinéma. Son père était producteur de cinéma, c'est d'ailleurs lui qui va produire ses premiers films. C'est ensuite son frère qui prendra le relais, hein, Salvatore Argento, puis Claudio Argento qui produira les autres films d'Argento. Et sa femme, de Salvatore Argento, donc la mère d'Argento, était une photographe d'origine brésilienne qui a fait notamment beaucoup de photos sur les tournages de l'époque des grandes divas italiennes. Hein, c'est assez drôle de dire que voilà, Argento a été sur les genoux de Gina Lollobrigida au moment où sa mère prenait des photos de cette grande époque du cinéma italien. Et Argento a ensuite fait de la critique de cinéma. Il fait partie de ces gens ce qui existe un petit peu moins aujourd'hui. Il y a une époque dans les années 50-60, que ce soit la Nouvelle Vague en France ou là en Italie, Bertolucci par exemple, sont des gens qui ont été critiques de cinéma, qui se sont mis à faire des films. C'était le cas d'Argento, qui a été critique de cinéma au Paese Serra, hein, un quotidien qui existe encore aujourd'hui, et qui, à cette occasion, lorsqu'il a fait ses premières critiques, a évidemment rencontré tous les cinéastes dont on parle depuis le début.
Sergio Leone, Elio Petri, Michelangelo Antonioni. Il est parti les voir comme critique, faire des entretiens avec eux, et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est extraordinairement cinéphile, Argento, qui avant des critiques avait à peu près tout vu et qui continue encore à l'être. Et vous allez voir combien son cinéma est pétri de références. C'est vraiment un cinéma dans lequel on croise Antonioni, des films de série B, Fritz Lang et beaucoup d'autres évidemment. Et donc il a rencontré ces cinéastes-là. Et c'est d'ailleurs à l'occasion, on pourrait presque dire, de la rencontre avec Sergio Leone. D'abord, quand vous verrez Profondo Rosso, vous comprendrez ce que Argento doit à Sergio Leone, alors qu'ils n'ont pas du tout travaillé dans le même genre, mais ils ont, on pourrait dire, un même rapport au temps, à l'anamorphose, au rituel, si ce n'est que l'un film des duels et l'autre film plutôt des meurtres. Mais en gros, on voit que Argento a beaucoup appris de Sergio Leone. Et lorsque Leone va tourner, et toutefois dans l'Ouest, en 69, souvenez-vous, à l'époque, il a envie de faire appel un peu à du sang frais, on pourrait dire, et à deux jeunes critiques. L'un est cinéaste, c'est Bertolucci, et il fait appel à Bertolucci et à Argento pour coécrire le script d'une fois dans l'Ouest. Bon. Alors après, depuis, il y a des débats pour savoir ce qu'a écrit Argento. Moi, je pense par exemple que la séquence de la mouche, c'est évident que c'est Argento qui l'a écrite. Puis après, on peut repérer quels sont les moments de Donati, les moments de Bertolucci. Et donc Argento va commencer comme ça. Et il va réaliser son premier film en 69. Le premier film d'Argento, qui s'appelle L'oiseau au plumage de cristal, qui est une traduction littérale du titre italien, donc sort en 69. Et c'est, on pourrait dire, un film qui va avoir un succès extrêmement important, qui raconte en gros l'histoire d'un écrivain américain à Rome. Ça, c'est un des grands schémas des films d'Argento. Un étranger dans une ville italienne, en gros, est témoin malgré lui d'un meurtre et va devoir enquêter sur ce meurtre-là. C'est à peu près le schéma, la colonne vertébrale d'une grande partie de ces films. L'oiseau au plumage de cristal s'inscrit dans ce qu'on appelle le giallo à l'époque. Alors je dis ça parce que vous savez que depuis le début, on passe à chaque fois un film illustrant l'œuvre d'un cinéaste, mais aussi quand on peut d'un genre. Et là, le film, c'est Profondo Rosso. Le cinéaste, évidemment, c'est Dario Argento. Et le genre, c'est ce qu'on appelle le giallo. Le giallo, c'est un genre typiquement italien, qui veut dire jaune en italien, qui est un genre typiquement italien, qui est d'abord un genre littéraire, qui naît dans les années 20, en Italie, en 1924 précisément. Et c'est un éditeur qui s'appelle Mondadori, qui va éditer des gialli, qui sont des espèces de romans de gare. L'équivalent, ça pourrait être un peu entre le roman de gare et la série noire française, si vous voulez. Et ce qui caractérise le giallo, c'est que ce sont généralement des récits à intrigue criminelle. Donc il y a une enquête, il y a des meurtres qui sont perpétrés non pas au pistolet, au fusil, mais souvent à l'arme blanche. Il y a un certain goût pour la violence, pour l'érotisme et pour le sadisme, si vous voulez. Et il y a très souvent, on pourrait dire, des complots criminels qui se résument à des complots familiaux. En gros, ça, et puis des femmes un petit peu dénudées, etc. Ça, c'est grosso modo l'univers du giallo, qui est une version transalpine de la série noire. C'est-à-dire, en gros, c'est plus baroque, c'est plus fou, c'est plus violent et c'est plus sexué. Exactement comme le western l'a fait avec le western américain, si vous voulez. Bon. Et Argento, lui, va réaliser un giallo, mais le giallo existe déjà sous forme littéraire. Et puis, il y a deux films, on a hésité d'ailleurs, mais il y a deux films importants dans l'histoire du giallo en Italie. C'est en 63, un film de Mario Bava, cinéaste, vous verrez un film la prochaine fois, qui est La Baie sanglante. Là encore, le titre est atroce. Le vrai titre, c'est Réaction en chaîne. Et Mario Bava, en 63, réalise un film qui s'appelle La fille qui en savait trop. La fille qui en savait trop, c'est sans doute le film qui pose véritablement au cinéma les bases du giallo, ce dont je vous parlais là. C'est un film en noir et blanc. Et 3 ans plus tard, il réalise, à mon avis, le premier grand giallo de l'histoire du cinéma, qui est 6 femmes pour l'assassin. Une espèce de film criminel qui se passe dans l'univers de la couture. Film magnifique. Ces films ont du succès, mais pas suffisamment pour lancer la vague, les fameux filons italiens. Vous savez, on en a souvent parlé, il faut qu'il y ait un film et puis derrière, il y a des centaines de films. Et c'est Argento, en fait, qui va, lui, tirer le gros lot, on pourrait dire, et avec L'oiseau au plumage de cristal, va réaliser un film qui aura beaucoup de succès et qui va devenir la matrice d'un filon qu'on appellera le giallo. Et il y aura, par exemple, en 70, il y a une centaine de giallo qui sont réalisés juste après le film d'Argento, tellement le film a eu une influence et un succès important. Et le giallo va vivre une dizaine d'années, il y en aura beaucoup de réalisés d'ailleurs, et il va s'éteindre à la fin des années 70. Et d'ailleurs, j'en parlerai un petit peu après, il va s'éteindre et il sera récupéré par les Américains et par Hollywood, qui lui va adapter on pourrait dire à l'Amérique, au récit américain, au spectateur américain, le giallo, en faisant ce qu'on appelle à ce moment-là le slasher.
hein, Halloween, Vendredi 13, tous ces films-là étant des films qui viennent du giallo. Autrement dit, l'ancêtre du slasher, c'est le giallo. Bon. Tout ça, j'y reviendrai sur cette espèce de boucle, pour dire qu'Argento réalise donc L'Oiseau de cristal. Le film a un succès énorme, ce qui fait que derrière, c'est assez drôle, après le polar, après le western, après le péplum, tout le monde, beaucoup de cinéastes s'engouffrent dans ce nouveau genre qui marche, qui est le giallo. Et c'est assez drôle parce que, comme le film s'appelle L'Oiseau au plumage de cristal, le titre animalier va faire école. Argento fera ensuite Le chat à 9 queues et il fera ensuite 4 mouches de velours gris. Donc trilogie animale, trilogie de giallo si vous voulez. Et là, la plupart des gens qui vont faire des giallo vont se sentir obligés de mettre des animaux dans le titre. Hein, ce qui fait qu'on aura par exemple la queue du scorpion, la tarentule au ventre noir, hein, voilà, journée noire pour le bélier, j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, on a à chaque fois l'utilisation de l'animal, qui d'ailleurs très souvent n'est pas qu'un gimmick, hein, qui renvoie en général à la clé de l'énigme. Hein, c'est des titres que je trouve très très beaux pour ma part. L'Oiseau de cristal, je trouve un très très beau titre. Bon. Voilà. Et donc Argento va réaliser 3 giallo, poser toutes les bases, si ce n'est qu'à la différence de beaucoup d'autres cinéastes qui vont travailler dans ce genre-là, avec lui naît un véritable auteur. Hein, parce que c'est ça la puissance d'Argento, comme Sergio Leone ou d'autres. C'est à la fois un homme qui fait des films de genre, en même temps qui est un immense auteur. Après ces 3 films-là, il va décider, il a envie d'un peu de faire autre chose. Il va réaliser un 4e film qui s'appelle 5 jours à Milan, un film que devait réaliser Danny Loy, qui a décommandé au dernier moment, et Argento se retrouve en prise avec cette espèce de film d'aventure qui se passe pendant la révolte de Milan de 1848. Il le fait sans être trop convaincu. Et puis il décide, pour l'abandonner presque définitivement, en tout cas c'est ce qu'il croit à l'époque, de réaliser Profondo Rosso, hein, qui est à la fois, on pourrait dire, le chant du cygne du giallo, hein, son tombeau somptuaire, son chef-d'œuvre absolu. Hein, Profondo Rosso, qu'est-ce qu'on veut faire après ça? Et donc Argento va réaliser ce film-là. Et pour ce faire, et après je vous laisse découvrir le film, il va s'inspirer d'un film matrice qui a beaucoup compté dans l'histoire du cinéma, dont on a déjà parlé ici, qui est Blow Up de Michelangelo Antonioni, sorti en 67. Hein. Et non seulement il va faire une variation autour du Blow Up d'Antonioni avec Profondo Rosso, comme le fera Coppola avec Conscience secrète ou Brian De Palma avec Blowout. Il va faire une variation autour de ce film-là. Mais en plus, on pourrait dire qu'il va reprendre l'acteur principal de Blow Up, qui est David Hemmings. L'acteur principal de Profondo Rosso, c'est David Hemmings. Et vous allez voir, c'est que c'est plus qu'une variation, c'est un véritable dialogue avec le film d'Antonioni. Et moi, il m'a fallu plusieurs années c'est un film que j'ai vu 150 fois, Profondo Rosso, plusieurs années pour me dire finalement, et je dis ça parce que je ne suis pas du tout le seul à penser ça, qu'au fond c'est un film supérieur au film d'Antonioni. Et ce que vous allez voir là, c'est sans doute un des plus grands films européens des années 70. Donc voilà, je vous laisse avec ce film Profondo Rosso. Donc David Hemmings, l'actrice principale c'est Daria Nicolodi. Daria Nicolodi, c'était la muse d'Argento, c'est elle qui coécrira le script de Suspiria de 2 ans plus tard. Hein. C'est la mère d'Asia Argento. Et ceux qui font la musique, en tout cas qui mettent en musique une partition composée par Giorgio Gaslini, c'est un groupe très connu des années 70 qui vont faire la musique de la plupart des films d'Argento, qui sont les Goblins, hein, qui viennent à la fois du classique et du rock progressif, quoi. Évidemment, les musiques des Goblins, parce que c'est aussi ce qu'a inventé Argento, c'est la musique électronique de la ritournelle. Avant lui, ça se faisait pas. Et quand on aime aujourd'hui aussi bien, je sais pas moi, Halloween de Carpenter que les films de Tim Burton, etc., tout ça, ça vient d'utilisation d'Argento, bien sûr. Et dernière chose, vous savez, je pense qu'on mesure souvent l'importance d'un cinéaste à l'influence qu'il a eue. Et moi, il me semble que Argento, y compris dans le jeune cinéma américain ou français, ou vous regardez des films de David Lynch ou autres, est sans doute un des cinéastes qui a le plus d'influence. Aujourd'hui, parmi beaucoup de jeunes cinéastes qui veulent faire des films, dans les 15 noms qui viennent toujours en tête, comme référence, il y a toujours Argento. Donc je pense que c'est aussi un très très bon thermomètre, ça, c'est que c'est un cinéaste qui a une influence absolument capitale sur le cinéma d'après lui, et aussi sur l'histoire des formes, quoi, tout simplement. Vous avez tous envie de dormir. C'est pas grave. Alors, vous allez vous réveiller, vous allez voir. Hein. Donc bonne projection. Donc on se revoit dans 2 petites heures. À tout à l'heure. C'est toujours très important de rester pour ce film, c'est le cas de beaucoup de films évidemment, jusqu'à la fin. Et notamment sur ce très très beau plan, hein, où on voit David Hemmings dont on voit le reflet dans la mare de sang de Clara Calamai et qui se passe la main sur le visage. Parce que pour moi c'est un des plus beaux plans évidemment du film et même du cinéma d'Argento, et on y reviendra.
parce que le fait que le film s'achève sur une espèce d'image relativement énigmatique et assez déceptive, hein. C'est comme si en fait tout au bout de cette espèce d'enquête, d'aventure, il y avait juste un homme qui se mire lui-même dans une mare de sang, hein, le Profondo Rosso. Hein, il est là le titre, si vous voulez. C'est pour ça que le film est en fait s'interroge beaucoup sur la question du rouge, évidemment. C'est le plan de fin, mais aussi de la profondeur. Hein, une des grandes clés, à mon avis, du film, et ce qui intéresse évidemment Argento, c'est le rapport des personnages à la profondeur. Et pour faire court, comment est-ce que des personnages prennent des aplats pour des volumes et prennent des volumes pour des aplats. Hein, c'est un film qui est très beau, très intelligent, qui est très inspiré, infusé évidemment par l'histoire de l'art. Il y a énormément de références picturales dans le film, beaucoup plus d'ailleurs de références picturales que de références cinématographiques, même s'il y en a par-ci par-là. Mais on voit bien que le film il y a une séquence un plan même, un décor qui est un des décors clés du film. Il y a la villa, évidemment, la villa de l'enfant qui hurle, avec ces deux grandes séquences déambulatoires complètement folles dans le cinéma de l'époque. Hein, c'est le moment où on a l'impression que le film finalement s'égare, hein, il rentre à une sorte d'enquête qui est à la fois une enquête, on pourrait dire optique, et une enquête picturale dans un lieu dont on va tenter de faire le tour. Donc ça, c'est évidemment, on pourrait dire, le lieu central où le personnage principal comprend quelque chose de fondamental, à savoir qu'effectivement tout ce qu'il pense être plat, en fait, finalement contient toujours une profondeur. Et le fantasme et le personnage comprend finalement l'énigme et le monde dans lequel il est à partir du moment où il comprend qu'il faut creuser les images. Hein, c'est pour ça que à chaque fois que je revois Profondo Rosso et que je repense à Blow Up, parce que le film dialogue évidemment avec Blow Up d'Antonioni, mais il dialogue pas uniquement, on pourrait dire de façon superficielle, c'est-à-dire voilà, je reprends David Hemmings, c'est aussi l'histoire d'un personnage qui assiste à une scène. Dans le film d'Antonioni, c'est dans un parc, un couple qui s'enlace, souvenez-vous, et puis quand David Hemmings arrive chez lui, il développe les photos, et il croit voir une forme qui correspond à un cadavre, et puis quand il repart dans le champ, dans le parc, le cadavre derrière le bosquet a disparu. Et donc il va faire une espèce d'enquête optique, si on veut, puisqu'il va agrandir la photo, et plus il veut s'approcher du réel, hein, en développant cette photo, plus ce réel-là lui échappe. Bon. Et ce qui est assez beau, évidemment, c'est qu'Argento reprend cette idée, à la fois du personnage, cette idée que c'est une enquête optique qu'il faut mener, que l'enjeu dans le film, il est double. Il est de façon très superficielle un enjeu criminel, le côté whodunit, qui a tué. Bon, d'accord. Et en même temps, on voit bien que la puissance du film, elle est totalement ailleurs. Elle n'est pas du tout dans l'identité, savoir si à la fin, si c'est Carlo ou sa mère. Hein, en gros, c'est un vague fait divers, familial, qui arrive en bribe pendant le générique au début et qui revient à la fin. Mais au fond, c'est pas ça le plus intéressant, de certaine façon. C'est un banal trauma familial que quelqu'un redécouvre, et voilà. Non, ce qui est très très beau, c'est évidemment la façon dont l'enquête criminelle, elle se double, si vous voulez, d'une espèce d'enquête, hein, picturale et optique, hein, et qui explique tout le trajet de David Hemmings dans le film. Et c'est ça qui évidemment est magnifique. Et le titre Profondo Rosso, c'est vraiment ça. Donc, ce qui est fascinant dans la façon dont Blow Up et Profondo Rosso conversent, c'est qu'on pourrait presque dire que, si vous vous souvenez de cette séquence, qui est la séquence clé, d'ailleurs Argento s'en cache pas, quand on voit le film on a bien conscience que les deux séquences de la villa sont les séquences pivots, c'est que tout le film il tient là, il fait le film exactement pour ces séquences là, et que c'est là qu'il est au plus proche de ce qui l'intéresse. Lorsque le personnage une première fois voit cette espèce de dessin qui apparaît après avoir gratté, mais évidemment il se retourne quand le détail capital tombe, hein. Très important chez Argento, c'est un grand cinéaste du détail, c'est-à-dire que l'essentiel c'est toujours le détail, hein, ce qui est dans les coins, ce qu'on n'a pas vu, c'est jamais le tableau général, et donc l'indice central, à savoir qui a tué, ne lui apparaît pas à lui au début. Et le deuxième moment très important, c'est que lorsqu'il se saisit d'une espèce de pioche et qui comprend que ce qu'il prenait pour une surface plane, en fait, ça dissimule une pièce, donc c'est un volume, et qui va creuser pour voir ce qui est caché là-dedans. Et là, vous avez un moment qui est extraordinaire, lorsque lui est en train donc d'abattre ce mur, il braque sa torche, et il y a un moment où la caméra passe de l'autre côté, et on a quasiment le sentiment que c'est l'écran de cinéma, que c'est l'image de cinéma qu'il est en train de creuser.
Vous vous souvenez de ça, hein? Et alors c'est quelque chose qui sera repris par la suite, mais cette idée qu'à un moment donné, on a presque l'impression que c'est nous-mêmes en tant que spectateurs que David Hemmings est en train de regarder. Et évidemment, c'est très beau, c'est qu'à la place des spectateurs, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une scène et il y a un cadavre. Bon. Alors ça c'est très important parce que dans le cinéma d'Argento, pourquoi je dis ça? Pour deux choses. La première, c'est que ce que filme là Argento, en fait, c'est une sorte de prolongement du fantasme de David Hemmings dans Blow Up. Comme si David Hemmings dans Blow Up avait pu pénétrer à l'intérieur de la photo, qu'est-ce qu'il aurait vu? Il serait tombé exactement sur le cadavre que filme à ce moment-là Argento. C'est pour ça que le lien, il est très beau entre les deux films, et que ce n'est pas uniquement un lien superficiel, on pourrait dire de cinéphile ou de quelqu'un qui admire son aîné, pas du tout. C'est que c'est vraiment un prolongement, c'est-à-dire que le cadavre dans Profondo Rosso, il renvoie à la fois une histoire qui a eu lieu dans la villa, il renvoie au cadavre de la photo du film Antonioni. Là, on le voit en chair et en os mort, mais on le voit incarné. Et il renvoie aussi à quelque chose qui est capital chez Argento, c'est que, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Argento fait partie de cette génération, on en a beaucoup parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient là à l'époque de Nouvelle Hollywood, de cette génération de cinéastes cinéphiles. C'est-à-dire qui, avant de faire des films, en ont vu beaucoup, en ont analysé beaucoup. Il est contemporain de la sémiologie, Argento, et on comprend que dans ses films, on passe beaucoup de temps à analyser. On voit que c'est quelqu'un qui est contemporain de cette idée que l'image, elle ne va plus de soi. Pour la comprendre, il faut l'analyser. C'est en ce sens-là, j'y reviendrai, que c'est un cinéaste moderne. C'est que les images, on ne les comprend pas si on ne les déchiffre pas, chez Argento. Ce qui en fait tout sauf un cinéaste classique. Dans le cinéma classique, l'image, elle dit ce qu'elle montre, tout simplement. Dans le cinéma moderne, l'image, on ne la comprend pas si on ne l'analyse pas, ce qui fait qu'on peut passer complètement à côté du monde si on fait que regarder les images, quoi. Parce que pour les comprendre, il faut les analyser. Et il y en a quelques-uns qui savent le faire ou qui ont le don pour ça. Bon. Et ce qui est très très beau, c'est que Argento appartient donc à cette génération de cinéastes cinéphiles. Autrement dit, à l'époque, je ne sais pas si vous savez, mais on avait comme ça, quand on fait l'histoire du cinéma, on les découpe en grands moments et on dit voilà, il y a eu les pionniers, c'était grosso modo l'époque des cinéastes du muet, et puis il y a eu en gros les classiques, c'est le moment du parlant jusqu'à la fin des années 40, début des années 50, le grand moment classique et hollywoodien, et puis il y a eu les modernes. Et ça, c'est ce qu'on appelle les nouvelles vagues. Comment est-ce que de Rossellini en Italie à la nouvelle vague française à la fin des années 50, on a eu un mouvement de gens qui avaient décidé tout simplement de faire un peu table rase, si vous voulez, d'aller contre les schémas, les codes, les conventions du cinéma classique, voilà, qui voulaient rebattre, si vous voulez, les cartes du cinéma. Et il est arrivé, après les modernes, ce qu'on a appelé les maniéristes. Voilà. Il y a une grande différence, c'est que le moderne, lui, il sait qu'il y a eu un cinéma classique avant, il n'en veut pas, il veut faire autre chose. Il sort dans la rue, il filme des gens ordinaires, voilà, à bout de souffle, quoi, si vous voulez. Le maniériste, et Argento fait partie des 3, 4, 5 grands cinéastes maniéristes qui émergent à la fin des années 60. On pourrait citer Brian De Palma, très grand maniériste américain, Sam Peckinpah, très grand maniériste américain, Zurlini, autre maniériste italien, Jean-Pierre Melville, maniériste français. En gros, c'est ce moment de la fin des années 60, début 70, sont des cinéastes qui, contrairement aux modernes, n'ont pas envie de tout mettre par terre. Mais ils sont hantés par l'idée que les grands films ont déjà été faits et que maintenant qu'ils vont faire des films, ils vont devoir composer avec une grande histoire du cinéma qui les précède. Ce qui fait que dans le cinéma maniériste, la toile de fond, c'est même pas le réel. Le réel, il vient après. C'est très très dur d'accéder au réel dans les films maniéristes. La toile de fond, c'est le cinéma lui-même. Ce qui fait qu'il y a dans les grands cinéastes maniéristes, et Argento pour moi est vraiment un des plus grands, cette espèce de conscience qu'il y a le cinéma avant, toute l'histoire du cinéma, tous les grands films qui ont été faits, et même l'art en général, parce qu'on voit qu'Argento est très fondu d'histoire de l'art. Pour l'avoir rencontré très souvent, je sais que c'est quelqu'un qui connaît par cœur l'histoire de l'art. La peinture italienne, il peut vous citer tous les maniéristes du XVIe siècle, il connaît ça par cœur, mais au tableau près. C'est quelqu'un qui a une culture picturale absolument gigantesque, et quand on voit Profondo Rosso, enfin, à moins d'être aveugle, on comprend bien que c'est quelqu'un qui s'est composé. Et Argento fait partie de ces cinéastes, finalement, qui ont fait aussi des films sur cette question-là. Comment faire des films alors que le poids de l'art m'écrase, alors qu'il y a des images qui vont précéder. Ce qui fait que Argento, un peu comme De Palma d'ailleurs, c'est un cinéma qui a très souvent dialogué avec des films qui lui précèdent. Et c'est ça le maniérisme. Le maniériste, c'est quelqu'un qui refait les œuvres d'avant, mais qui veut prendre la main sur elles, tout simplement. Et Argento, c'est vraiment ça. Et on voit bien que, pourquoi je vous dis ça? Parce que le cadavre
que vous voyez qui apparaît dans la chambre, hein, évidemment, c'est le cadavre du récit. Il sera justifié d'un point de vue narratif dans le film, très bien, c'est le père, etc., etc. Mais au fond, ce n'est pas le plus intéressant. Le cadavre, il incarne toute l'histoire du cinéma. Et voilà ce qui pèse sur les épaules d'Argento. C'est pour ça que dans les films d'Argento, la mémoire, le thème de la mémoire, il est capital. Il est capital parce que c'est ce qui permet de faire l'analyse des séquences qu'on voit, bien se souvenir, et puis on passe son temps à se remémorer une séquence matricielle qu'on a vue. Ça, c'est le cas de tous ces films, quasiment. Là, voilà, il a vu la séquence matricielle pour David Hemmings. Dans le film, c'est le moment où, effectivement, il traverse le couloir. Voilà. Et là, il a vu quelque chose dont il ne se souvient pas. Et il va lui falloir tout le film pour comprendre que ce n'était pas un tableau, mais que c'était un reflet. Ce qu'il a pris pour un tableau était un reflet dans un miroir. Ce qui est assez beau d'ailleurs, c'est que le film nous raconte aussi que, et ça c'est quelque chose qui est typique du cinéma d'Argento, qu'il faut faire terriblement confiance au reflet. C'est ça qui est très très beau. C'est-à-dire que la vérité dans les films d'Argento, elle est dans le miroir. Elle n'est pas dans ce qu'on croit être le réel. C'est pour ça que chez lui, il faut prêter beaucoup d'attention à tout ce qui a l'air d'être de l'ordre de l'illusion, du faux, du pastiche, parce que tout ça c'est vrai. Et le vrai, en fait, finalement, est toujours faux chez lui. Il y a quelque chose qui est très... très beau. Tout ça pour dire que la séquence matricielle, hein, du film, on pourrait la retrouver dans tous ces films, ça renvoie à la mémoire, évidemment. Il va falloir se repasser, comme un petit sémiologue, hein, ou quand on fait une analyse filmique, hein, il est vraiment contemporain de cette génération qui a repassé à l'infini les films de Fritz Lang, les films de Chaplin, les films d'Antonioni, qui connaît toutes les séquences par cœur. Il faut les repasser pour pouvoir les comprendre. Mais cette mémoire-là, c'est aussi la mémoire du cinéma. Et on voit très bien que le cadavre, il incarne de façon beaucoup plus générale, à la fois dans le film et puis dans tout le cinéma d'Argento, on pourrait presque dire une sorte d'histoire du cinéma dont il faut arriver à faire le deuil. C'est ça le cadavre dans Profondo Rosso. Le cadavre, c'est l'histoire du cinéma avant moi. Comment je fais pour vivre, faire des films, alors que, en fait, le cinéma est mort. Le grand cinéma est mort. Moi, qu'est-ce que je fais après ça? Et tout le grand cinéma maniériste, hein, on parlait de Palma, de Melville ou d'autres, sont des cinémas de morts-vivants. Hein, quand vous voyez les films de Melville, pour ceux qui a vu Le Cercle Rouge, qui a vu Un flic, chez Melville, on est chez les morts-vivants. On est chez les zombies. Chez Peckinpah, on est chez un cinéaste qui passe son temps à filmer l'agonie de gens qui n'ont plus leur place dans un monde qui est en train d'évoluer. Ils sont déjà morts, ils ne le savent pas encore. Chez Argento, la mort, c'est ça. Chez Argento, ce n'est pas la mort en tant que David Hemmingsley. Ce sont des gens qui vivent dans un univers qui les écrase. Et pour Argento, ce poids-là, c'est notamment le poids de l'art. Ce qui fait qu'il y a chez lui, pour ceux qui ont vu d'autres films de lui, hein, je pense à Suspiria, à Inferno, etc., il y a toujours ces moments où des personnages déambulent dans des demeures très chargées, d'un point de vue artistique, on pourrait dire, totalement en ruine, hein, rempli d'objets d'art, et puis et ce poids souvent nous écrase. Rappelez-vous au début de la Géométrie de cristal, pour ceux qui l'ont vu, une séquence s'ouvre avec un personnage qui reçoit un tableau sur la figure. Dans Suspiria, une femme dans Inferno, pardon, une femme plonge dans une cave, et cette cave est remplie d'œuvres d'art totalement abîmé, etc., comme une sorte de micro-musée. Et de ce musée va sortir, comme dans Profondo Rosso, un cadavre qui va tenter de la tirer vers le bas. Et tout ça, c'est, grosso modo, ce qui préside, si vous voulez, au cinéma d'Argento. Alors, pourquoi j'aime autant le dernier plan du film? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est... alors, mais avant de vous dire ça, je vais peut-être vous dire un autre truc qui permettra de mieux comprendre ce que je vais vous dire après. C'est que quand on parle du cinéma d'Argento, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire au début, par exemple, c'est que l'homme qui a coécrit le scénario du film, c'est Bernardino Zapponi. Zapponi, c'est celui qui a écrit le scénario de Fellini Roma et de La Cité des femmes. Hein. C'est pas inintéressant parce que pour ceux qui se souviennent de Fellini Roma 71 de Fellini, il y a une grande séquence dans le métro où on fore derrière les parois du métro pour t'ouvrir des œuvres d'art, hein, ce qui est une citation très directe de la séquence de Profondo Rosso là. Mais bon, Clara Calamai par exemple, qui joue le rôle de la mère de Carlo, c'est vous la connaissez sans doute, une des grandes, là pour le coup, diva, sensuelle, sulfureuse du cinéma italien des années 40. C'est notamment elle qui joue dans Ossessione de Visconti. Hein, et c'est assez beau qu'Argento décide il a toujours aimé ça, aller chercher des actrices
plutôt d'ailleurs que des acteurs, des actrices de l'âge d'or d'Hollywood ou du cinéma italien. Là, c'est Clara Calamai, il y aura Alida Valli dans Suspiria, qui elle vient par exemple du Senso de Visconti, il y aura Joan Bennett dans Suspiria, qui vient du cinéma de Fritz Lang, de Derrière la porte, etc. Donc il aime bien aussi cette idée que, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la question de l'histoire de l'art qui pèse très lourd et du cinéma qui pèse très lourd, il va aussi comme ça chercher des acteurs. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que, ah oui, puis le chef opérateur, je ne vais pas parler, c'est Luigi Kuweiler, qui est très connu parce que c'est notamment lui qui a éclairé tous les films d'Elio Petri. Et on a vu ensemble Enquête sur un citoyen il y a quelques mois. Et c'est pas inintéressant de se souvenir de la séquence d'ouverture d'Enquête sur un citoyen et de voir combien Enquête sur un citoyen est totalement contemporain de l'émergence du giallo et de l'oiseau page de cristal, etc. Et de se souvenir que la séquence d'ouverture du film de Petri est une séquence d'ouverture qu'on pourrait voir dans des giallos. C'est une séquence qui emprunte ses codes esthétiques au giallo. Bon. Et je dis ça parce que chez Petri, on pourrait dire que les forces du pouvoir, un peu irrationnelles, elles jouent le même rôle que les forces fantastiques ou criminelles dans les films d'Argento. Bon, je n'ai pas de toute façon le temps de développer tout ça, mais il y a ce même rapport à quelque chose qui nous dépasse, qui est plus fort que nous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est très beau chez Argento, c'est que vous voyez bien qu'on est devant un objet très composite, Profondo Rosso. C'est pour ça d'ailleurs qu'à mon avis, ce sont des films qui vieillissent extrêmement bien. C'est-à-dire que c'est un moment de l'histoire du cinéma italien où il y a eu un des dialogues les plus prolifiques qui soit entre ce qu'on appelait le cinéma dit populaire et le cinéma dit moderne. Voilà. Et Profondo Rosso, pour moi, il y en aurait d'autres, mais j'avais plutôt choisi Profondo Rosso parce que je pense que c'était une entrée, pour ceux qui ne connaissaient pas Argento, qui était plus éclatante et moins difficile que Suspiria ou Inferno. Sur Inferno, faut avoir la carte de membre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'entrée gratuite, la 7e. Là, on peut voir Inferno et trouver ça sublime. Mais je ne suis pas convaincu que la première fois qu'on voit Inferno, à la Profondo Rosso, est un film qui est encore entre le classicisme et la folie à venir d'Argento. On sent qu'il est pris, il est exactement, on pourrait dire, au mi-temps, à la fois des giallo qui précèdent. Il faut qu'il y ait une logique, une causalité, il y a des meurtres, tout est expliqué, il n'y a pas de point aveugle, ça se tient narrativement, si on veut. Et on sent déjà qu'il a envie de faire exploser tout ça, Argento, dans Profondo Rosso. Pour ceux qui ont vu ces giallo d'avant, on voit que là, il y a des moments où ça sent un peu irrationnel, le vent, la question du point de vue, les ambiances. On sent que le monde, il est prêt à craquer. Et que la question du scénario l'intéresse bien sûr, mais qui sent qu'il y a quelque chose de plus important, c'est en gros l'arrière-monde. C'est pour ça qu'Argento, c'est un grand cinéaste métaphysique, parce qu'il ne cesse de nous dire, regardez comme l'arrière-monde, il pèse sur ce qu'on voit là. C'est pour ça que chez Argento, ce qui compte, c'est ce qu'on voit, et puis tout ce qui semble peser autour, par le son, par le hors-champ, par ce qu'on va voir derrière. Il y a toujours le sentiment qu'il y a toujours une espèce de monde latent qui attend qu'à surgir et à prendre d'assaut le cadre. Ce qui rend ces films évidemment sublimes. Et donc ce que je veux dire, c'est que chez lui, il y a cette espèce de dialogue entre le populaire et le moderne. Le populaire, évidemment, c'est tout ce qui a trait au genre. Alors, voilà, le récit, les personnages, des acteurs qui jouent moyennement, qui sont pas très bien dirigés par Argento d'ailleurs, c'est quelque chose qui l'a jamais beaucoup intéressé. Argento, pour les personnages, il les traite un peu comme des mannequins, comme des figures de cire. On sent bien que c'est pas quelqu'un pour qui la direction d'acteur est quelque chose de capital. Il y a des codes, évidemment, je vous le disais tout à l'heure, vous avez vu l'assassin ganté, tous ces codes, ces motifs-là, ils sont tirés du giallo. Il y a aussi des moments gore, assez graphiques. D'ailleurs, il faut dire que le film a été pendant très longtemps, notamment en France, censuré. C'est là que vous avez vu une version qui dure 2 heures, mais il est sorti en France à l'époque dans une version d'1h38, où il manquait 22 minutes du film. Et bizarrement, comme quoi la censure, elle est toujours bête, c'est qu'ont été supprimés du film quelques plans particulièrement violents, à l'époque on considérait comme violents, notamment quelques plans de la décapitation finale de Clara Calamai, bon d'accord, 1 ou 2 moments un peu chauds comme ça, mais ont été supprimées toutes les séquences de comédie, notamment entre David Hemmings et Daria Nicolodi. C'est-à-dire que tout ce que ne semblait pas totalement correspondre à un film de genre, en gros enquête-meurtre, a été supprimé, ce qui enlève évidemment toute la complexité du film. Et les séquences de déambulation dans la villa ont été raccourcies, de manière à dire, bon d'accord, ils cherchent, mais qu'est-ce qu'ils trouvent, ce qui est fou quand on y pense. Ça pour dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça,
qu'on peut voir la version intégrale, celle que vous venez de voir là, de Profondo Rosso. Et donc, je reviens à cette histoire de populaire et moderne, parce qu'on voit bien tout ce qui est du côté du populaire, et même par moment du cinéma de genre, on pourrait presque dire de la culture, ce qu'on appellerait la culture basse, hein, si vous voulez. Et par exemple, il y a chez lui, il y aura de plus en plus de séquences comme ça par moment. D'ailleurs, il y a une utilisation du gore, du grand guignol importante chez Argento. Ça, on est vraiment dans la culture basse, si on veut. Et puis, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du moderne. C'est ce que je vous disais sur la question du rapport à l'image, qui est tout sauf un rapport lié, on pourrait dire, au classique, au genre, à la culture basse. C'est un rapport très intellectuel à l'image, une espèce de floraison permanente de citations de peinture, une utilisation permanente à la fois de la peinture, de l'architecture, etc., etc. Ce qui fait qu'on a toujours chez lui cette espèce de mélange. Alors, il y a eu à l'époque des historiens de cinéma, et à juste titre d'ailleurs, qui ont expliqué que le grand cinéma de genre, parce qu'en fait, le grand cinéma de genre, mais Ford faisait déjà des films de genre, hein, le grand cinéma de genre dans les années 70, il survit grâce à la modernité. On pourrait dire qu'il arrive à prendre en lui. Hein. Et de la même façon, le cinéma moderne, il va survivre grâce à des codes générique ou populaire qui récupère en lui. Et ce qui est très beau chez Argento, c'est que pour moi c'est un cinéaste extraordinaire de ce point de vue-là. C'est que je ne connais pas beaucoup d'endroits dans le cinéma où le cinéma populaire et le cinéma moderne, on pourrait dire, où le populaire étant en gros l'idée de la reconnaissance. Je vais voir des films où je reconnais des codes que je connais et j'y vais parce que j'ai envie de retrouver des choses que j'aime bien. Et le moderne, qui est tout le contraire, hein, c'est la surprise, l'arbitraire, voilà, des choses que je ne saisis pas forcément, qui se renouvellent à chaque fois. Il n'y a pas beaucoup de cinémas qui ont à ce point fait converser ces deux formes-là, si vous voulez. Et du côté moderne, il y a évidemment tout le trajet de ces films, le double trajet. D'un côté, qui a tué ? Ça, on pourrait dire que c'est du côté populaire, côté Conan Doyle, si on veut. Et puis, il y a l'enquête optique. Et évidemment, c'est le travail sur l'image chez Argento, qui à mon avis est beau, et qui renvoie totalement à la dimension moderne, si vous voulez. Et puis, il y a aussi les références. Alors, c'est pour ça que je reviens à mon fameux plan de la Piazza CLN. Argento a tourné 5 films à Turin. Ça fait partie de ces villes, comme Rome évidemment, où il a le plus tourné. Turin, c'est une ville qui lui correspond très très bien. C'est un Romain, hein, Dario Argento, qui est né en 1940. Mais il a beaucoup tourné à Turin. Pour ceux qui sont déjà allés à Turin, qui est la ville italienne de la magie noire, hein, là où Nietzsche s'est suicidé en 1889, c'est une ville avec ses grandes allées, ses arcades, ses formes géométriques extrêmement froides et imposantes et grandioses. On comprend que ça intéresse Argento. Vous avez vu qu'il fait d'un endroit très particulier à Turin le cœur de son récit. Il y a la villa, c'est vrai. Et puis il y a la fameuse qu'on appelle la Piazza CLN. C'est drôle parce que quand vous allez à Turin, c'est une place qui a l'air beaucoup plus petite que celle qu'on voit dans le film. C'est vraiment celle-là. Et vous avez vu au début du film et à la fin, il y a ce plan magnifique où Marc, David Hemmings, discute avec Carlo, hein, Gabriele Lavia dans le film, et on les voit parler à un moment, à la toute fin, lorsque l'autre se met à expliquer ce que c'est que la vérité. La vérité, c'est un mélange, il lui dit, entre ce que tu as vu et ce que tu crois être le réel. Hein, cette espèce de relativité de la vérité qui est si forte dans les films d'Argento. Et là, on a un plan extrêmement large où on a cette espèce de statue, hein, La Fontaine, et on a vu sur le côté le Blue Bar. Alors évidemment, là, on a l'impression de tomber au musée d'art moderne, grosso modo, puisqu'on a d'un côté une citation très directe des tableaux de Chirico. Hein, Argento, grand amateur des tableaux de Chirico, il n'est pas amateur stupide, c'est-à-dire que s'il met Chirico dans ce film-là, c'est que ça a évidemment un sens de le mettre. Et évidemment, pour ceux, moi j'adore les tableaux de Chirico, mais je pense que quand on s'intéresse à ce peintre-là, on se rend compte combien, qui est le peintre évidemment de la métaphysique, hein, si on veut, hein, ce que Argento récupère de ça et comment on sent que ça lui parle. Hein. Argento est un cinéaste métaphysique qui utilise les couleurs, le hors-champ, les volumes, l'architecture, comme Chirico. Hein, qu'un théoricien de l'art italien avait appelé le peintre de la profondeur habitée. C'est ça l'art métaphysique, et c'est ça Argento. Hein, c'est fait que ce qui est le plus fort dans les films d'Argento, c'est pas le moment où les lâches arrivent, où les couteaux arrivent, où le criminel arrive. C'est tout le moment qui précède. Hein, que ce soit sous la forme d'un drôle d'automate complètement étrange, que ce soit la forme de mouvements de caméra qu'on ne comprend pas, d'un vent qui gronde, du sentiment que le plan est un peu déséquilibré. C'est ça, le moment métaphysique. Là, on est dans le moment moderne. Et puis arrive le criminel avec ses gants et puis sa hache. Bon, là, c'est le moment populaire. C'est le moment du code,
hein, liées au giallo en soi. Mais on voit qu'il n'y aurait que ça ne ferait pas de Argento un grand cinéaste. Hein. Quoique il est assez inventif pour les séquences de meurtre, bien sûr, et notamment dans Suspiria, où il ira encore plus loin, et il fera des séquences de meurtre, presque des mises en scène picturales, hein, citant Rothko, Pollock, etc. Fait qu'à un moment, on ne sait plus où est le sang, on ne sait plus où est la couleur rouge. Hein, c'est ça qui est très beau chez lui, évidemment. Bon. Mais on voit bien que ce qui est passionnant chez Argento, c'est tout ce qui précède. C'est la façon dont il a récupéré, mais très profondément, hein, l'idée de l'art métaphysique. On a le sentiment qu'il y a le monde qu'on voit, et il y a derrière plein de choses qui se passent, comme des espèces presque de puissances conspirantes qui complotent, qui trament tout autour. Hein. C'est ça qui est très très beau chez lui. Et donc, on a sur cette place à la fois la citation de Chirico. Alors attention, la statue qu'on voit là, c'est pas du tout une remise en scène de Chirico, mais c'est une citation directe de l'Ariane endormie, hein, des tableaux de Chirico. Et de l'autre, on a autre citation évidemment, qui est Nighthawk de Hopper, peint en 1942, via le Blue Bar, hein, là où bon. Et donc, ce qui est très très beau, c'est que Argento nous balance, enfin met notre regard coincé entre deux optiques picturales. C'est d'un côté l'art métaphysique de Chirico et de l'autre l'art hyper réaliste de Hopper. Et quand on a ça en tête, et on voit quel est l'enjeu du film, la profondeur ou la surface, est-ce que ce sont des reflets ou des gens en 3 dimensions, est-ce qu'on doit faire confiance à ce qu'on voit ou reflet de ce qu'on voit, est-ce que derrière un tableau, il n'y a rien ou quelque chose, c'est pour ça qu'avec c'est si beau le travail qu'il fait sur Blow Up, toutes ces questions-là, elles sont résumées dans cette espèce si vous voulez, d'équilibre, même de dialectique de ce plan-là. Hein, voilà. David Hemmings, qu'est-ce qu'il fait ? Il va être côté, en gros, Edward Hopper, ou il va être côté Chirico. Sachant que ce qui est très très beau, c'est qu'il décide, hein, de faire du tableau de Hopper, il le met en 3 dimensions. Hein, et je ne sais pas si quand vous voyez le film, alors je ne sais pas s'il faudrait le voir et le revoir et le revoir, c'est qu'il y a toujours un très drôle d'effet avec le Blue Bar, c'est qu'on a le sentiment, et ça s'explique pour des raisons très concrètes, on a le sentiment qu'on a des personnages à l'intérieur d'un tableau. Hein, et effectivement, c'est ce qu'a fait Argento. C'est-à-dire que le décor est peint et les personnages sont vraiment à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a un drôle de sentiment, ça fait très toc, et en même temps, quand on regarde, on se dit non, les personnages ne sont pas peints, ils bougent véritablement. On se croirait presque chez Tati, quoi. Vous voyez, ça n'a rien à voir, mais il y a un côté playtime, quoi, dans cette espèce de plan-là. Tout ça pour dire que quand Argento va chercher Chirico, et dans chacun de ses films, il y a comme ça des cinéastes, des peintres, qui viennent chercher, non pas évidemment pour faire collection, hein, pour dire regardez, moi j'adore celui-là, c'est pas de la citation, c'est pas la citation, comme on dit, postmoderne. Voilà, enfin je veux pas faire un déluge de mots, mais c'est ça. Hein, la citation postmoderne, c'est la citation en fait, c'est l'extrait, le plan, le personnage qu'on récupère, qu'on sort évidemment de son contexte d'origine et qu'on utilise comme un signe. Mais qui, une fois mis dans votre film, ne renvoie à rien d'autre qu'à une simple signalétique du tiens, il a joué à tel endroit, il a fait telle chose avant. Hein, le postmoderne dévitalise le signe, le décale de son... Bon, peu importe. Là, pas du tout. On voit bien qu'à chaque fois que Argento récupère des éléments de la culture qui lui précède, picturale ou cinématographique, il y a un dialogue qui s'engage avec et qui, à mon avis, est magnifique. Alors, après... On pourrait, je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps parce que c'est un film qui est évidemment très, très riche, mais cette question de la profondeur habitée, pourquoi j'en parle autant, c'est parce que évidemment, on sent que, comme tous les grands cinéastes, Argento, c'est un prestidigitateur. C'est-à-dire qu'il agite le mouchoir et ce qu'il fait, ça se passe à côté. Voilà. Or, ça veut dire quoi agiter le mouchoir ? Ça veut dire créer de l'effet, du roulement de tambour, diriger l'œil du spectateur vers une zone qui en fait n'a pas d'intérêt, c'est du vent, alors que l'essentiel se joue ailleurs. Exemplairement, le premier plan de David Hemmings passant dans le couloir, si vous faites un arrêt sur image, là c'est un peu compliqué, vous vous rendez compte qu'Argento prend le risque de montrer Clara Calamai dès le début du film. Hein, vous faites un arrêt sur image, le visage est vraiment là. Ça montre 2 choses. Un, l'hyper-confiance d'Argento dans son dispositif. Parce que quand même, un film enquête qui nous montre le criminel dès le début, en espérant pendant 2 heures qu'on ne l'a pas vu,
Hein, c'est quand même qu'il faut quand même avoir du culot et avoir une certaine sûreté artistique pour le faire. Et ça montre une deuxième chose, c'est combien notre regard est classique et peu aventureux dans un plan, naturellement. C'est-à-dire qu'on va là où on nous dit d'aller. On est très sage quand on voit un film. Et donc ce plan de couloir, comme il est filmé par un travelling, un personnage qui va, on se dit que l'essentiel du plan, il est devant nous et il est vers le fond du couloir, là où va David Hemmings. Ce qui fait que, évidemment, un peu bêta qu'on est, hein, notre regard très classique, très orienté, très dirigé, quoi, évidemment, manque complètement le seul détail important qui est ce qui se passe sur le côté. Et je pourrais vous citer 20 000 autres exemples dans les films d'Argento, dans Phénoména, il refait la même chose, etc. Ça, c'est un truc de magicien. C'est-à-dire que le mouchoir, c'est le travelling avant. Hein, il nous dit, allez, hop, 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 ça va vite, David Hemmings avance, etc., etc. Et nous, on regarde comme des idiots le mouchoir. Et alors que ce qui compte, évidemment, c'est l'à côté, c'est le détail. Et chez Argento, le détail est ce qui contient la vérité. Plus c'est gros, moins c'est important chez lui, comme toujours. Hein. Vous me direz, comme chez les grands cinéastes, c'est ça. Hein. C'est rare que chez les grands cinéastes, ce qu'on voit le plus soit le plus important. Ça, c'est plutôt les mauvais. Dans les grands cinéastes, c'est dans le détail que sont les trucs. Et évidemment, le détail le plus important, on le manque. Hein. Et ça, c'est formidable, parce qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est qu'Argento dit deux choses. La première, évidemment, il a une forme d'hyper-conscience du rapport du spectateur, de son regard à un film, hein, et il le manie très très bien. Hein. Et en même temps, il nous explique, on pourrait dire par une voix très très moderne, que l'essentiel est toujours décentré, on dit c'est sur les côtés qu'il faut regarder, et se situe toujours dans le détail. Alors, la question du détail, j'y reviens quand même 2 secondes, parce que je vous disais, bon, il y a l'enquête criminelle. Effectivement, encore une fois, il y a 2 façons de voir le film. Il y a voilà, titre français. Les frissons de l'angoisse. Waouh, les frissons, c'est qui l'angoisse? Bon, etc. Carlo, et puis hop, deuxième coup de théâtre, c'est sa mère. Voilà. C'est évidemment pas très intéressant en fait en soi, parce que tous les giallo ou tous les thrillers comme ça se terminent sur une vague histoire, un vague trauma familial. Bon, parce que ce sont des films qui, soit dit en passant, mettent toujours en scène une forme de filiation monstrueuse. Hein. Carrie, Brian De Palma, il fait pas bon être le fils de son père, quoi, dans tous ces films-là. Pourquoi? Parce que ce sont des cinéastes maniéristes et que, mettant en scène cette filiation monstrueuse, ils nous disent quelque chose de beaucoup plus important, qui est leur rapport à une filiation ou à des parents de cinéma qui serait le cinéma qui a précédé. Hein, c'est le vrai sujet, il est là. C'est pas le sujet avec les parents et les enfants, ça on s'en moque un petit peu. Mais il y a évidemment l'autre récit à côté de cette espèce de récit criminel, qui est évidemment l'aventure, hein, optique, on peut dire, l'enquête que va faire le personnage, là en l'occurrence David Hemmings, si on veut. Alors, tout le problème, et c'est ça que je trouve très très beau, et si vous avez l'occasion de voir un jour Suspiria, qui l'a déjà vu Suspiria parmi vous? Bon, très bien. Alors, à la fin de Suspiria, grosso modo, c'est comme Profondo Rosso, si ce n'est qu'on n'a pas un homme mais une jeune ballerine, que c'est pas dans une ville et une villa, mais dans une école, une académie de danse. Et ça se passe pas. Non, mais je raconte pas la fin. Ça se passe pas à Turin, ça se passe à Fribourg. Bon. Et on cherche pareil. On cherche un truc qui fout le bordel, en gros, qui tue, à n'en plus finir, etc., etc. Ce qui est évidemment très beau à la fin de Suspiria, mais je ne le raconte pas. Quoi que on va voir. Non, je plaisante. Ce qui est très beau à la fin des films d'Argento, et là, prenons l'exemple de Profondo Rosso, et c'est pour ça que le dernier plan est très important. C'est parce que comment interpréter le dernier plan du film? Ce que je veux dire, c'est que si l'essentiel dans Profondo Rosso, c'est de savoir qui a tué, bon, à la fin, on devrait être plutôt soulagé. Jamais Argento devrait terminer sur un plan comme ça, qui est un plan qui est bizarre. Donc on ne comprend pas pourquoi on termine sur le visage de David Hemmings, pourquoi on ne le voit pas vraiment, pourquoi on le voit dans le reflet, qu'est-ce qu'il regarde, pourquoi c'est inversé, pourquoi on n'a pas ce moment de soulagement, un peu de dépression, de dépressurisation plutôt, à la fin du récit. Parce que ce n'est pas ce qui intéresse Argento. Ce que nous dit toujours les films d'Argento, c'est que, au fond, que ce soit des criminels, des sorcières, des monstres, etc., tout ça, c'est hérité du Grand Guignol, c'est ce qui amuse la galerie, si on veut, c'est le mouchoir du magicien. Hein. Mais jamais, on pourrait dire, un criminel, ou 2 ou 3 d'ailleurs, ou un monstre, etc., ne viendra à bout ou n'arrivera à expliquer la somme de tous les événements irrationnels qu'on a vus pendant tout le film.
Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui rend les films d'Argento si troublants systématiquement. C'est qu'on voit bien que n'importe quel autre cinéaste aurait à la fin fait converger les deux. C'est-à-dire qu'on trouve un criminel, et vous en avez vu des dizaines sans doute de récits criminels, où à la fin, on a un moment un peu de détente, de retrouvailles, où les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire que le monde retrouve un peu son équilibre, parce qu'on a expurgé d'un criminel. Chez Argento, on n'a jamais ce sentiment-là. On voit bien qu'à la fin, lorsque Clara Camalamáis disparaît, ou quand d'autres monstres ou créatures dans d'autres films d'Argento disparaissent, on voit bien que ça n'apaise rien du tout. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me permet de revenir à la question de ma profondeur habitée. C'est pour ça qu'Argento, c'est un cinéaste métaphysique, et pas du tout un cinéaste du fantastique, c'est pas très important. C'est que c'est un cinéaste pour lequel la vraie énigme, c'est pas qui a tué, ça il s'en sert. Cette énigme-là, d'une certaine façon, comme d'un cheval de Troie. Il fait du cinéma de genre, le cinéma de genre lui permet, comme toujours, de poser de grandes questions avec des formes qui ont l'air toutes petites. C'est ça pour moi que je trouve très fort dans le cinéma de genre ou dans le cinéma dit populaire. Alors que souvent, le cinéma intello, on sent qu'il a des formes énormes, il dit des toutes petites choses. Ça, chez Argento, c'est un peu l'inverse. Et en fait, ce qui est très très beau, évidemment, là, c'est que son énigme, évidemment qu'il y a l'énigme criminelle, et c'est à ça, la première fois, à mon avis, qu'on est plutôt attaché. On veut savoir à la fin qui a tué, c'est qui, voilà, et puis on suit d'ailleurs. Mais la vraie énigme d'Argento, c'est l'énigme du réel. Alors ça a l'air un peu chaud, un peu chiant quand on racontait comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est que c'est quelqu'un, et d'ailleurs que tous ces films le montrent, dans ses entretiens, quand on le voit d'assez cyclotimique, à la fois de solaire, extrêmement sombre par moments. Bon, c'est quelqu'un dont la quête a été, et est encore dans tous ses films, le fait de comprendre le réel, tout simplement. C'est quoi le réel? Et évidemment, à moins d'être un idiot et à la fin d'arriver avec la réponse, le réel c'est ça, vous voyez. Argento, il arrive toujours sur cette idée qu'à la fin, on tombe sur un vide. C'est la déception, on est toujours déçu à la fin d'un film d'Argento. Alors c'est ça qui est très très beau, c'est qu'on a d'un côté, là où on pourrait croire qu'on est content parce qu'on a trouvé le criminel, ça c'est la résolution du récit, mais la résolution métaphysique, finalement c'est quoi le réel, à quoi moi je ressemble, ça on l'a jamais. C'est pour ça que le sentiment de déception, à la fin, il est toujours très très fort dans les films d'Argento, puisque la découverte du criminel, ou son éradication, si par moment, parce que parfois il disparaît pas toujours complètement, en fait, n'est jamais à la hauteur de ce qu'on a vu pendant le film. Jamais. Et on voit bien que dans Profondo Rosso, on est déjà dans cet entre-deux-là. C'est qu'il y a beaucoup, quand vous revoyez le film dans le détail, pourquoi le vent, pourquoi certains points de vue, il y a déjà des choses qui, d'un point de vue strictement logique et narratif, ne fonctionnent pas, ne s'expliquent pas. Bon. Mais ça, évidemment, alors si on est un peu comme ça, un peu cartésien, un peu chef comptable, se dire ah non, ça c'est pas logique. Là, le moment du coup du vent, c'est pas possible. Alors, Argento, c'est un cinéaste baroque. C'est un cinéaste qui veut embrasser tous les points de vue en même temps. Vous avez vu au début le personnage de Masha Merrill, la voyante. On voit bien que c'est un programme du film qu'elle établit. Quand elle dit, moi quand je suis quelque part, je sens, mais au sens sensoriel, les pensées maintenant, futures et présentes. Ça s'accroche à l'espace comme des toiles d'araignée. C'est très très beau ça. Et c'est parce que c'est exactement ce qui justifie le point de vue chez Argento. Le point de vue dans le sens où je mets ma caméra et qui regarde. Chez Argento, n'importe qui, n'importe quoi peut regarder. Une table, un trou, un souvenir, une luciole, un singe, un humain, etc. Ce qui est évidemment plutôt révolutionnaire, parce que dans le cinéma, c'est très très dur de faire ce genre de choses-là. On ne comprend plus rien, les spectateurs se demandent mais qui regarde, qui se déplace, etc. Chez Argento, il y a toujours le sentiment que le point de vue n'est pas du tout anthropocentré. Il y a point de vue, mais ce n'est pas forcément le point de vue d'un humain, d'un individu, d'un personnage. Ça peut être le point de vue d'une idée, le point de vue d'un souvenir, ce qui rend ces films à la fois extrêmement beaux, sensoriellement très stimulants, parce que ce sont des chocs esthétiques, les films d'Argento, et aussi intellectuellement très forts. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique chez lui. Mais, encore une fois, le fait, à la fin de découvrir le monstre, ne résout pas l'énigme du réel. C'est pour ça que, moi, il me semble que le dernier plan de Profondo Rosso, et d'ailleurs, on peut avoir plusieurs lectures de ça. Enfin, moi, je pense deux choses de ce dernier plan. La première, c'est que je me dis que c'est l'histoire d'un personnage qui, avec une première vie dans Blow Up d'Antonioni,
et qui revient là, qui est repris en gros dans la même histoire, hein, dans le même dilemme optique, et qui à la fin, souvenez-vous de la fin de Blow Up, de la partie de tennis, avec le son de la balle qu'on n'entend pas. Et puis David Hemmings, après son aventure, hein, on pourrait dire le moment où il a été déniaisé métaphysiquement, parce qu'il est niais, David Hemmings au début de Blow Up, il croit que ce qu'on voit c'est ce qui est, il est complètement crétin. Et il faut 2 heures Antonioni pour expliquer que ce qu'on voit c'est pas ce qui est, quoi. Et à la fin, il y a la fameuse balle invisible, je ne sais pas si vous vous souvenez, il regarde ça de loin, les fameux personnages grimés qu'on a vu se balader pendant tout le film, ils reviennent, ils sont sur le court de tennis, et la balle, enfin ce qu'on imagine être la balle, sort du court de tennis, avec, ils font semblant de jouer, avec des raquettes sans raquettes, avec une balle qui n'apparaît pas, etc. Et la balle sort, et David Hemmings, souvenez-vous, va prendre la balle et la renvoie. Et de façon très fine, ce que fait Antonioni, c'est qu'à ce moment-là, alors qu'on n'entendait rien jusque-là, on est dans le regard et dans l'écoute, l'ouïe de David Hemmings, et petit à petit, on se met à entendre la balle. Voilà, c'est une séquence magnifique, pour moi c'est la plus belle séquence du film d'Antonioni d'ailleurs, hein, c'est le moment, finalement, il suffit qu'il a compris, hein, que la vérité, hein, plutôt que la réalité, c'est pas ce qu'on voit, hein. Il entend, il a envie, il comprend qu'il y a une balle, parce qu'on joue avec, ce qui compte, c'est pas le fait qu'il y ait une balle, c'est que des gens jouent au tennis, donc s'ils jouent au tennis, il faut bien qu'il y ait une balle. Il a complètement inversé la proposition, et là il l'entend. Et donc il peut habiter le monde, parce qu'il a compris ça, qu'on peut entendre quelque chose qui n'est pas là. Voilà. Et à la fin de Profondo Rosso, ce qui est évidemment très très beau, c'est que David Hemmings, qui est le même personnage, n'oubliez pas que des cinéastes maniéristes s'amusent beaucoup à prendre des personnages avec leur passé cinématographique, d'où le fait que c'est un cinéma qui est à la fois extrêmement, on pourrait presque dire premier degré, et en même temps extrêmement codé, hein, on pourrait dire extrêmement simple, hein, accessible et en même temps extrêmement intellectuel. Ça c'est pour moi la force d'Argento. À la fin du film, David Hemmings, il tombe sur son reflet. Autrement dit, il fait toute cette histoire pendant 2 heures, c'est pour se rendre compte que le plan qu'il doit voir, ce qu'il cherchait vraiment, c'était pas les 2 personnages, cette femme décapitée dont on voit plus la tête qui disparaît du champ, on s'en fout, hein, ce qu'il cherchait vraiment, c'était lui-même. Et qu'il tombe sur quoi à la fin de Profondo Rosso? Il tombe sur son propre reflet, inversé. Et il se passe la main sur le visage, parce que c'est toute la question du film. Est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut comprendre, mais au sens philosophique du terme, qu'au terme du monde, c'est soi qu'on cherche, quoi. Et si c'est ça, ça peut être hyper décevant. C'est le principe de la mélancolie, hein. Si c'est ça, alors à ce moment-là, je me flingue. Bon, moralité, il se met à ce moment-là la main sur le visage. Il ne veut pas avoir cette leçon philosophique-là. Et pour moi, c'est un des plus beaux plans de l'histoire du cinéma, à travers une énigme, un récit qui allait être un tout petit récit criminel, de policier, d'enquête, de genre, comme vous voulez. Donc la fin, hein, elle renvoie exactement, pour moi, si vous voulez, à ça, quoi. Et enfin, la déception dont je vous parlais, elle est liée au fait que le fait de trouver le criminel, ou Clara Calamai, ou cette espèce de double coup de théâtre, en fait, n'a pas d'importance, parce que la vraie enquête, qui est une enquête optique et métaphysique, comme dans le web d'Antonioni, en fait, elle se joue totalement hors du criminel. On pourrait dire que le récit, il permet à David Hemmings et à Mark Daly, le personnage dans le film, d'accéder, on pourrait dire, à une conscience métaphysique qu'il n'avait pas jusque-là. C'est à ça que ça lui sert. Vous voyez, il l'a pris, il a compris un truc qu'il jette, on a oublié. Ce qui fait qu'à la fin, je veux dire, la question du criminel, du meurtrier, nous intéresse pas plus que ça. On comprend qu'il y a quelque chose de bien plus important qui s'est joué dans le film que la simple découverte du criminel, quoi, si vous voulez. Mais est-ce que vous avez, des remarques à faire, ou qu'est-ce qui vous a frappé? Parce que pour ceux qui découvrent, par exemple, le film d'Argento, oui. La petite fille, très inquiétante. Ouais. Qui s'amuse à tuer les animaux, qui effraie même son père, et qui est assez inquiétante. On a l'impression que le mal, il est là aussi, quoi. Alors, c'est très bien que vous disiez ça. C'est bien. Et non, je dis ça parce que ça me permet de dire quelque chose qui est très important chez Argento. C'est que, et d'ailleurs, si vous ne m'avez pas posé la question, j'aurais oublié de le dire, ce qui aurait été une erreur. C'est que dans le cinéma classique, et donc dans les films criminels classiques ou de
ou des films, ou des policiers, ou des recherches de criminels classiques, peu importe. Il y a toujours cette idée que le mal, en fait, est circonscrit dans une figure. Voilà. C'est Jack l'Éventreur, bon, peu importe, c'est un tueur, au rasoir, au couteau, peu importe. Cette idée qu'il y a un mal qui s'est introduit dans le monde que le film nous présente, dans cette société-là, qu'il est incarné par un personnage, ou deux ou trois, ou une bande, peu importe. Et quand on les aura supprimés, le mal il disparaît. Voilà. Ça, c'est la vision classique, conservatrice, si vous voulez, du cinéma, qui n'a pas d'âge. Je veux dire, il y en a eu, il y en a encore, il y en aura, etc. Et puis, il y a la vision moderne. Hein, et pour moi, enfin, il y a ça. Il y a l'autre vision, parce que pour être tout à fait juste, qui est le mal, en gros, c'est pas l'autre. Vous savez, c'est nous-mêmes. Bon, alors ça, c'est tous les films dits d'horreur des années plutôt 60-70, hein, Massacre à la tronçonneuse, La colline à des yeux, cette idée que c'est pas, depuis Psychose, quoi, grosso modo. C'est pas un extraterrestre, c'est pas un martien. Le mal, c'est pas l'altérité radicale, c'est le même en tant qu'il est autre, quoi. Voilà. Bon, ça c'est le côté progressiste, mais au fond, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que le mal, peu importe ses causes, ses conséquences, il est à l'intérieur d'une figure. Bon. Et quand on supprime cette figure-là, on supprime le mal. Chez Argento, il y a très peu de cinéastes, au fond, qui ont su, de cette façon, alors il y en a un autre qui adore Argento, évidemment, ça ne se voit pas forcément énormément dans ce film-là, mais dans d'autres, évidemment, qui est peut-être le film qui a le plus marqué, le cinéaste qui a le plus marqué Argento, c'est évidemment Fritz Lang. Pour ceux qui ont vu Mabuse, hein, Mabuse, c'est l'équivalent des puissances criminelles chez Argento. Bon. D'ailleurs, il y a dans 4 pouces de velours gris, le personnage principal, Michael Brandon, habite une hypothétique rue Fritz Lang. Bon, peu importe. Et chez Argento, ce qui est évidemment très très beau, c'est qu'il y a encore les deux choses. Le désir à l'ancienne classique de nous faire croire que le mal c'est le criminel, en l'occurrence Carlo et sa mère, parce que c'est l'histoire d'un passage de relais quand même, l'aventure criminelle du film, hein. Comme plus tard dans Ténèbres en 82. Bon, on s'est repassé le bébé, l'un tue pour protéger l'autre, il n'y en a pas eu un, il y en a eu deux. Bon. Il y a encore cette histoire-là. Mais quand on regarde le film, et ça c'est la puissance de la mise en scène d'Argento, c'est que si on a en tête le développement des phénomènes, les bruits de vent, des cadrages extrêmement bizarres, le sentiment qu'il y a des présences qui conspirent un peu partout, hein, on voit bien que le mal déborde la simple figure, le simple contour de ces criminels-là. D'où le fait que quand on les atteint, on n'a pas réglé grand-chose. Et que le mal, chez Argento, c'est exactement, si vous voulez, comme la violence dans les films de Sam Peckinpah. C'est un phénomène. Voilà. Ça veut dire que le mal, chez Argento, ce n'est pas une entité, c'est un phénomène qui circule. Autrement dit, on peut à tout moment être gagné, parce que le cinéma d'Argento, c'est un grand cinéma de la communication, si vous voulez, où tout s'échange, tout circule en permanence. Le hors-champ, la profondeur, la surface, tout s'échange en permanence. Et il y a chez lui cette idée que le mal, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui peut traverser des individus. Donc, il y a chez lui deux types de mal. Il y a le mal criminel, celui Clara Calamai et son fils Gabriel Lavia, très bien. Et puis, il y a le mal plus profond. Hein, encore une fois, il y a le mal métaphysique chez Argento, et qui est celui, d'ailleurs, qui, à mon avis, plus on vieillit et plus on revoit ces films, ce qui est celui qui nous perturbe le plus. Dans Profondo Rosso, ce qui est perturbant, c'est la petite fille qui fout l'épingle dans le lézard. Moi, ça me traumatise 10 fois plus que Clara Calamai qui se fait décapiter. Bon, c'est grand guignol, d'accord. Par contre, la petite fille, là, j'y crois un peu plus, quoi. Et ça me dérange beaucoup plus. De la même façon, ce personnage de la petite fille, il est biface, souvenez-vous. Au début, elle a un côté pervers, hein, elle a un côté presque sadique. C'est Argento filme le côté sadique avec son père qu'on comprend que son père pense ça de sa petite fille. Et après, lorsque David Hemmings découvre le dessin, là au contraire, hein, c'est la petite fille toute gentille, toute victime, non pardon monsieur, excusez-moi. Hein. Donc on voit bien qu'il filme deux états de ce personnage. Elle a un côté sadique, il y a un moment le mal la traverse, par moment le mal la traverse, puis il y a des moments c'est une petite fille extrêmement gentille, voilà, qui on donnerait le bon Dieu sans confession, quoi, grosso modo. Et il y a aussi d'autres plans dans le film. Je pense à ce plan, lorsque David Hemmings est assommé dans la villa, il se retrouve par terre, plan sur le visage de David Hemmings. Ça, c'est un des grands trucs d'Argento. C'est le moment
oui, donc la caméra remonte, et là, il fait tout, il filme ça comme la découverte du criminel. Hein, on attend ça, ça y est, vous voyez, à toute fin, le visage. Bon. Autrement dit, il applique une mise en scène qu'on applique en général à la découverte du criminel. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand on voit arriver le visage de Daria Nicolodi, on se dit, c'est la criminelle, parce que la mise en scène est celle du criminel. Hein. Et même nous, à un moment, non seulement il y a le mouvement de caméra, il pastiche tous les codes du « attention, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est maintenant que le criminel arrive », et puis l'autre code, c'est évidemment la lumière. Vous avez vu la façon dont il l'éclaire, elle a un côté cadavérique, elle est sombre, elle est éclairée comme traversée par quelque chose. Et alors, il y a deux façons de voir cette séquence-là, parce que tous les films d'Argento abondent de ce type de moment où un personnage qu'on pensait connaître est par la mise en scène ou l'éclairage traversé par une force maléfique, par un courant négatif. Et puis dans le plan d'après, il a disparu. Mais ce qui veut dire qu'on peut tous à un moment donné commettre le mal ou un crime puisqu'on peut être traversé par ça. C'est pour ça que c'est ça qui est... Je trouve ça très beau, moi, dans Argento, ça, justement. On n'est jamais à l'abri d'être traversé par le mal. Voilà ce qu'il nous raconte, les films d'Argento. Mais aussi, ce qui est évidemment très beau, c'est que lorsque on arrive sur le village de Daria Nicolodi, il y a deux façons, en tant que spectateur, de réagir. Ou bien on se dit ah oui, il nous a bien eu. Ah, oui, bien sûr, le coup du travelling, enfin du mouvement de caméra, ça remonte, et finalement c'est elle. En fait, c'est pas le cas. Et en même temps, on doute un peu. Alors pourquoi est-ce qu'on doute? Puisqu'on voit son visage, et donc on sait que c'est elle. On doute parce que, là on n'a pas le temps, mais quand, eu égard à la mise en scène d'Argento, à cette espèce de côté extrêmement fragile des identités et des individus, où les gens d'un plan à l'autre peuvent changer, peuvent passer du bon ou du mauvais côté, on pourrait dire, à cause ou grâce à tout ça, si on veut, on sait qu'il y a peut-être un truc. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'effectivement, c'est pas que de la mise en scène et que Daria Nicolodi, c'est vraiment elle. Et après, plan suivant, c'est réglé, elle est redevenue, on pourrait dire, familière, hein, commune, si on veut. Mais ça, c'est dans ces petits détails hein, que, à mon avis, pas uniquement, mais que le cinéma d'Argento est puissant. Hein, c'est que c'est ces moments d'ébranlement. Que là, on se dit qu'effectivement, voilà, que le mal circule entre les individus. Et ça, il n'y a pas beaucoup. Alors évidemment, c'est très languien. Hein, encore une fois, Argento est vraiment un grand admirateur du cinéma de Fritz Lang. Dans Suspiria, il cite plusieurs fois le testament de Dr Mabuse. Et d'ailleurs, quand vous voyez notamment cette trilogie-là, ou La cinquième victime, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Fritz Lang, dans lequel le tueur se déguise avec du rouge à lèvres, parce que ses parents voulaient avoir une fille plutôt qu'un garçon, hein, ce qui n'est pas loin de ce qu'on entend dans Profondo Rosso. Le cinéma de Fritz Lang, c'est sans doute, à mon avis, une des 3-4 cinématographies, si on veut, cinéastes qui permettent de comprendre vraiment ce qu'est le cinéma d'Argento. Mais, bon, après, on pourrait aussi... Parce que ce qui est évidemment très très beau dans le cinéma italien de cette époque-là, c'est que à la fois les genres se mélangent. Souvenez-vous de Fellini. Fellini fait Juliette des esprits, il fait Histoire extraordinaire. Voilà, il y a comme ça un mélange permanent. Et même dans Profondo Rosso, il y a des séquences de comédie pure et dure qui s'amusent, qui moquent l'incommunicabilité, qui est un des grands thèmes très à la mode à l'époque. Dans le film, on est entre soit chez Antonioni, soit chez Jacques Tati. Autrement dit, à chaque fois qu'on communique, personne ne s'entend. On téléphone à côté d'une machine à café, on téléphone sur l'autoroute, on téléphone sur la rédaction. Le type, au début, vient entendre une voyante, mais un sonotone, il n'entend pas. Il y a plein de traits d'humour qui sont dans le film, sur la question de la façon de communiquer. C'est-à-dire que ce que nous montre le film, c'est une voyante qui supra-communique avec le monde autour d'elle. Et puis en face, ceux qui l'écoutent n'arrivent même pas à régler leur sonotone, à entendre celui qui est en face. Ça, j'aime beaucoup ça. Mais en même temps, il faut le remettre aussi dans un contexte qui est le cinéma italien de cette époque-là, et en l'occurrence, évidemment, le cinéma antonionien, hein, qui il ne faut pas l'oublier, a une influence capitale sur le cinéma italien à l'époque. Même s'il est moqué, c'est Au nom du peuple italien, Dino Risi mais pas du tout Antonioni, il trouvait ça ridicule. Enfin, il ne croyait pas, quoi. Et donc, Risi a plusieurs fois, et notamment, je crois que c'est dans le peuple italien, ou le fanfaron. Non, ça doit être le fanfaron, pardon. Avec Gassman et Trintignant, lorsque Gassman se moque des films d'Antonioni, il lui dit tu vas pas nous faire le coup de la communicabilité, c'est complètement ridicule. Donc il s'envoyait que par moment, via des films ou par film interposé, des vannes entre eux, assez drôles d'ailleurs. Bon.
Merci beaucoup. Oui, j'ai 2 questions. Enfin, une remarque pour commencer, c'est l'espèce de visée subjective qu'on a dès le départ et qui n'est pas identifiable. En fait, au début, on ne comprend pas que c'est le tueur qui arrive, qui ouvre les rideaux et tout ça. Donc ça paraît une espèce de virtuosité de caméra un peu gratuite. En fait, on comprend qu'après. Et il y a quelques plans dans le film, enfin même pas mal, qui sont aussi dans cette visée subjective et qui, rationnellement, ne sont pas de l'ordre de ce qu'a vu le tueur. Et donc du coup j'ai l'impression qu'il nous identifie un peu à ça aussi. On ne sait jamais vraiment si c'est le tueur qui est un peu l'alibi de cette manière de regarder les choses ou effectivement si c'est le monde qui nous guette. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a... Oui, mais je pense qu'il joue sur ces 2 terrains à la fois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, quand on voit un film, passer notre temps à se dire rétrospectivement en tant que spectateur, ou ben alors c'était qui regardait? Est-ce que ce plan il est cohérent? Est-ce que ce mouvement de caméra, etc. Je pense que là, on est toujours... Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a le récit, on pourrait dire, des puissances conspirantes, et puis le récit criminel. Cette question du point de vue, elle ramasse les 2 en permanence. C'est-à-dire que le point de vue, ça peut être, et c'est très souvent le criminel. En même temps, j'imagine mal quelqu'un entrer dans une salle, en l'occurrence le théâtre Carignano à Turin, et ouvrir les rideaux comme ça. Enfin, on voit bien que c'est une entrée volontairement théâtrale. Argento qui nous dit voilà, on va rentrer dans un monde d'artifice. Il y a aussi ça, cette idée. J'aime beaucoup la première séquence. Bon. Et donc, ce qui fait qu'on a à la fois, on pourrait dire, c'est à la fois Argento qui signe. Il adore les plans de rideaux, Argento. Et les plans de rideaux chez lui, ça renvoie à l'idée du théâtre, 2 à l'idée que le monde est une scène, et donc il faut prendre très au sérieux ce que je disais tout à l'heure, ce qui a l'air d'être faux. Parce que c'est en comprenant les choses qui ont l'air d'être fausses qu'on accède à la vérité. Et 3, le rideau, c'est aussi, on pourrait dire, cette idée d'aller au-delà des choses. C'est une sorte de cataracte, si vous voulez. C'est qu'on ouvre toujours, on a toujours des rideaux à ouvrir. Chez Argento, on passe son temps à percer des surfaces, à aller voir ce qu'il y a derrière, selon un peu le principe des poupées russes. Mais ce qui est très fort chez lui, c'est que la dernière poupée russe, elle est toujours vide. Voilà. C'est pour ça que c'est un grand cinéaste métaphysique. C'est qu'à la fin, il ne nous dit pas les poupées russes, c'est le petit cousin de Clara Calamaille. Ça serait ridicule. Non, à la fin de la poupée russe, c'est le visage de David Hemmings. C'est quand même très très beau. Et en même temps, on peut se dire aussi par moments, effectivement, c'est le criminel. Ce qui fait qu'on voit bien que tous les mouvements de caméra dans le film, tous les points de vue, tous ces moments où on se demande à quoi c'est rattaché. L'idée, c'est que que dans notre tête, on pourrait dire... on mélange en permanence les 2. On soit sur ces 2 choses-là, jusqu'à la toute fin du film, où il y a quelque chose qui persiste alors que le criminel est mort. C'est ça qui est très beau. Mais au début, on est là-dedans. Et puis n'oublions pas qu'Argento, c'est aussi un cinéaste qui est un cinéaste baroque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne s'interdit jamais, indépendamment de la présence, des idées, etc., d'aller chercher... Il est comme les baroques, c'est-à-dire qu'il est un grand amateur à la fois de peinture pré-raphaélite, maniériste et baroque. Et quand on voit ses films, on a tout compris. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est obsédé par cette idée aussi qu'il faut embrasser le monde, mais dans sa totalité. Dans sa totalité, ça veut dire poser non pas un point de vue sur le monde, mais poser tous les points de vue possibles. C'est ça c'est vraiment un mouvement, c'est pictural chez lui. C'est la ligne baroque, cette idée que Argento, il est comme les baroques, c'est-à-dire qu'il veut tous les mouvements du monde en un seul cadre. D'où le fait que par moment, on appelle ça, quand on ne comprend pas ou quand on est mal intentionné, on dit c'est gratuit, c'est un peu démonstratif, c'est un peu trop. Voilà, parce que Argento, il le disait lui-même, il avait une très belle formule, il disait pour moi la forme c'est comme un coup de poignard. Voilà. Y a pas d'ailleurs c'est très très beau, le moment où à la fin du film, lorsque le petit garçon crie, se prend les joues comme ça, à la fois le dessin naïf, entre parenthèses, qui est découvert, c'est un dessin qui est inspiré d'un peintre qui s'appelle Karel Appel, qui date de 1957, qui s'appelle Le Cri d'ailleurs, et que le visage ressemble aussi au cri de Munch avec le petit gamin, etc. C'est-à-dire qu'en permanence, tout ça, ça circule dans le film. Et on a le visage déformé du gamin et on a le poignard par terre. Chez Argento, la forme, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, c'est sublime. C'est pas sublime au sens, c'est énorme. C'est que c'est sublime au sens strict du terme. C'est-à-dire, c'est sublime au sens où Argento, il vise le choc esthétique. Voilà, je pense que c'est la jouissance esthétique, c'est ce qu'il vise. Et donc, quand on vise ça, on est toujours à la frontière à la fois du ravissement et du dégoût.
hein, du moment magnifique et de la faute de goût. Voilà. Il n'y a que ceux qui visent le sublime qui peuvent par moments risquer la faute de goût. Et Argento, parfois, a risqué la faute de goût. Par exemple, un des films importants pour Argento sont les Chaussons rouges de Michael Powell. Et les Chaussons rouges de Michael Powell, notamment cette fameuse grande séquence au Covent Garden, je ne sais pas si vous vous souvenez, de danse qui dure un quart d'heure, où d'un seul coup, le monde disparaît et que la scène devient le monde entier. C'est une des plus grandes séquences du cinéma de Powell, qui a beaucoup marqué Argento, et on voit que c'est là-dedans qu'il s'inscrit. Et il n'y en a pas tant que ça, hein, des cinéastes qui s'inscrivent là-dedans. Donc la question du point de vue, elle rentre aussi là-dedans, hein, si vous voulez. Je pense que évidemment, il y a chez lui par moments, assez souvent, l'utilisation, je dirais, assez classique du point de vue. Je veux dire, le point qui regarde, voilà, champ contre champ, et puis je me déplace, le plan du miroir quand il va dans la salle de bain, il y a beaucoup de moments comme ça. Mais si on réduit en fait tous les points de vue à la question d'un personnage réel, là on manque, à mon avis, le film. Vous avez vu Ténèbres ? Non ? Il y a dans Ténèbres un film qui est réalisé en 82, un film assez incroyable, qui est en fait un peu son retour au giallo. Après une escapade fantastique qui était Suspiria et Inferno, et dans Ténèbres il y a un plan, donc c'est aussi musique de Claudio Simonetti, ex-Goblin, etc. C'est un film assez fou d'ailleurs, en tout cas à ce moment-là le cinéma italien est en train de mourir, donc Argento est un des derniers à tenir un peu haut le flambeau, et il y a dans ce film un plan qui est très célèbre. Ça se passe c'est dans une maison, et il y a deux lesbiennes qui sont en train d'écouter de la musique qui va servir de bande son à la séquence, et là on a un mouvement de caméra qui part du bas de la maison et qui va faire des circonvolutions absolument incroyables, à la fois le long des fenêtres, sur la toiture, et revenir, ça a été filmé avec une Luma, pour revenir finalement dans une des chambres. Bon, ça c'est typique du cinéma d'Argento, c'est-à-dire que si on se dit ce plan de Luma qui dure 8 minutes, hein, c'est qui ? Bon, à l'époque il n'y a pas de drone. Hein, c'est un type avec sa GoPro, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas le tueur, c'est rien de tout ça, c'est une puissance. Hein, et donc, c'est que si on veut rattacher ce plan-là, là je prends cet exemple parce qu'il est tellement énorme, qu'avec tous les efforts du monde, on comprend bien qu'aucun corps ne peut justifier, hein, qu'on ait ce type de point de vue-là. Si on veut rattacher ça toujours à un humain, à un point de vue, à une cause logique, narrative, évidemment, il y a des plans chez Argento à la fois qui ne fonctionnent pas, et surtout qu'on castre Argento de ce qu'il est vraiment. Hein. C'est que je pense que quand vous voyez Phénoména, le vent, il regarde dans Phénoména, le feu, ça se passe en Suisse. C'est absolument magnifique, Phénoména, mais voilà, que la caméra, elle est libre d'embrasser à la manière baroque tous les mouvements du monde. Il n'y a pas de raison que ce soit uniquement un individu ou un autre qui incarne ce point de vue-là. Deuxième et avant-dernière question. J'ai vu il n'y a pas longtemps un film de Lars von Trier, enfin je connais pas bien le cinéma après 1930, mais Antichrist, et j'ai été frappé par pas mal enfin pas Dragon Lac justement, de sautes de point de vue sur un même plan sans qu'on sache trop pourquoi, et bon ça m'a pas spécialement emballé, mais je retrouve ça un peu là-dedans, et notamment dans La Maison d'Amanda, enfin l'écrivain du fameux livre, et j'ai trouvé ça justement très fort. Je sais pas s'il y a une filiation entre les deux, ou s'il a influencé pas mal les gens, ou si d'autres ont fait ça avant lui, mais j'ai retrouvé ça ici. Honnêtement, je pourrais pas. Je sais même pas si Lars von Trier a déjà vu des films d'Argento. Je sais pas. C'est que moi, je vous dirais que enfin, après, chacun a ses critères ou ses propres thermomètres pour juger de l'importance d'un cinéaste. Bon. Moi, je me dis souvent que on mesure l'importance d'un cinéaste à la place qu'il laisserait si ces films n'existaient pas. Qui n'existait pas. Je veux dire par là, c'est que on parlait de John Ford. Alors c'est sûr que ça marche mieux pour les formalistes. Bon. Mais autrement dit, Argento, il a inventé des séquences et des plans que personne n'avait jamais filmé avant lui et que personne ne filmera jamais après lui. Et même ceux qui l'ont pastiché. Et Dieu sait que des gens ont essayé de faire du sous-Argento, mais des quantités innombrables. Beaucoup. Mais Argento, c'est pas parce qu'on met les gobelins, on croit que ça se réduit à une formule ou à quelques items, c'est pas vrai du tout. Argento, c'est évidemment une autre puissance que ça. Donc, pour moi, Argento, on parlait tout à l'heure de Peckinpah, ça fait partie de ces gens qui ont, à un moment donné, inventé des images que personne n'attendait et qui disparaîtront le jour où Argento les fera plus. C'est pour ça qu'à mon avis, il a une influence capitale. Et je pense à un cinéaste comme David Lynch, par exemple, quand vous voyez Blue Velvet,
qui est réalisé en 85-86, hein, donc 15 ans après les exploits d'Argento. Je sais, en tout cas de façon inconsciente ou pas, d'où vient le cinéma en grande partie de David Lynch. Je me dis que le cinéma de David Lynch n'existerait pas sans celui d'Argento. Absolument pas. Si ce n'est qu'il y en a un qui a une reconnaissance internationale immédiate. Mais pour moi, voilà, j'aime trop Argento pour être totalement dupe de Lynch, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, ouais, mais je l'ai vu il y a 15 ans de façon plus, je dirais, plus forte et plus sincère. Bon, après, c'est encore autre chose, parce qu'il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez Argento, et c'est la violence aussi de ses films, mais au sens strict. C'est que on a toujours le sentiment d'être avec le personnage confronté à cette énigme de la réalité, etc. Autrement dit, la réalité, elle peut faire mal chez Argento, et y compris le spectateur. Hein, elle peut vraiment nous heurter, nous blesser, etc. Chez Lynch, c'est autre chose. Chez Lynch, on rentre dans un univers très codé, dans Lynchland, et puis on joue pas. Voilà. Il faut avoir envie de jouer dans les films de David Lynch. C'est-à-dire que voilà, Lynch, ça englobe le monde qu'il crée, et puis nous, on se balade à l'intérieur. Chez Argento, pas du tout. Hein. Chez Argento, il y a toujours le scandale possible du réel, de la mort, de la violence qui surgit, quoi. Ce qui me semble moins le cas chez David Lynch. Mais pour votre question sur Lars von Trier, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que Argento, et pour en parler avec des cinéastes qui sont plus jeunes que lui, c'est un cinéaste qui a une influence absolument capitale. Moi, ça par Argento, John Carpenter, Sam Peckinpah, il y a comme ça quelques noms, quand vous parlez avec des cinéastes français, italiens ou américains, qui reviennent sans arrêt. Et ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, sont sensiblement différents, pas forcément les mêmes, que ceux qu'établit la critique institutionnelle en tant que panthéon du cinéma. Il y a beaucoup de cinéastes, on dit que c'est le panthéon, mais ceux qui font du cinéma s'en foutent complètement. Par contre, les cinéastes qu'on connaît un petit peu moins, pour eux, ça a beaucoup compté. Et pour beaucoup de cinéastes, les images d'Argento, ça a beaucoup compté, quoi. Et la dernière, c'est juste par rapport à un plan qu'on a vu où il y a le personnage principal qui est dans une espèce de hall et qui explique en fait l'état, c'est un peu au début, qui explique l'état de ses premières conclusions. Et on voit 3 femmes à l'arrière-plan, justement, le plan est assez long, donc on a le temps de sortir un peu de notre abrutissement et de regarder ce qu'on ne nous montre pas. Et on voit 3 femmes qui sont figées et qui semblent écouter ce qui se passe, mais qui n'ont pas de rôle dans le film, qui sont des pures figurantes. Et je ne sais pas si c'est volontaire, j'imagine que oui. Je ne sais pas si vous voulez... Après, à la fois, c'est des prostituées, elles sont des mannequins. D'abord, tout ce qui est dans un film d'Argento est volontaire. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout un cinéma qui est ouvert à l'improvisation, au grain de réel qui passerait comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est au contraire un cinéaste de l'hypermaîtrise du point de vue des décors, des couleurs, des lumières. Il y a une gestion, on voit bien que là, il n'y a rien d'inattendu ou d'imprévu qui rentre dans un cadre d'un film d'Argento. C'est extrêmement rare, un peu plus dans ces derniers parce qu'il a un peu moins de moyens, et puis par moment quand on filme des personnages au milieu d'une foule, on n'a pas forcément le budget pour, mais là pas du tout, c'est-à-dire que tout ce qui apparaît dans le cadre évidemment a été choisi par Argento. Mais je pensais que vous alliez me poser une question sur la première séquence qui a été supprimée de la version courte dont je vous parlais tout à l'heure, dans l'église, lorsqu'ils sont en train de répéter, vous savez. Et donc il dit oui, il joue, chacun joue, puis en même temps on s'endort un peu. L'autre lui dit oui, mais c'est trop précis, etc. N'oubliez pas que c'est dans les bordels. Bon, ça c'est très beau, parce qu'on voit bien, et au début du film, à plusieurs moments, il y a l'opposition entre l'art du bourgeois et l'art du prolo. Entre je joue pour quoi ? Est-ce que je joue pour l'art ou est-ce que je joue pour la survie ? Et on voit bien que Argento, c'est ça qui est dans cet entre-deux, c'est ce qui est toujours assez beau, c'est qu'il n'oublie jamais ça. C'est-à-dire que lorsque l'autre lui dit mais c'est trop propre, quoi. Il y a un côté c'est trop poli, c'est trop guindé, c'est trop bien habillé. Hein, il n'y a pas de défaut. Et ça l'ennuie David Hemmings. Et c'est évidemment Argento qui parle à ce moment-là. Autrement dit, Profondo Rosso, comme Suspiria, pourraient être des films que l'institution aurait acceptés beaucoup plus vite. Et ça a été très compliqué, comme le rappelait Jean-Paul tout à l'heure. Bon, pourquoi ? Parce qu'on sent bien qu'il y a des grains de culture basse, il y a des grains prolo qu'Argento, s'il avait joué comme les musiciens au début, n'aurait pas dû laisser. Les plans de gore, 2-3 plans par-ci par-là, des séquences, des dialogues, etc. Donc on voit bien comment il aurait pu faire de cet objet-là un objet artistique extrêmement froid, très poli, très
très beau, très pictural, en enlevant, on pourrait dire, sa dimension par moments révoltante, un peu sale, violente, gore, etc. Et ça, j'aime bien parce que Argento croit vraiment à ça. C'est-à-dire que à la fois, c'est un intello, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. En même temps, il ne fait pas des films au nom de ça, jamais. Il fait des films au nom de choses qu'il croit très profondément. Quand il parle des tripes, c'est quelque chose... Argento a souvent dit qu'il écrivait à partir de ses propres cauchemars, ce qui fait que très souvent, il filme ses cauchemars. Et d'où le fait que quand on cherche une raison, une logique narrative à tous ces films, on est complètement à côté de la plaque parce que la logique, elle est cauchemardesque. Vous avez Suspiria, on se dit, mais comment c'est possible ? Ben non, c'est pas possible. Mais dans un cauchemar, c'est comme ça que ça fonctionne. Le sentiment de vivre des choses un peu étranges, d'avoir des sensations physiques particulières, des espaces qui se rétrécissent, tout ça, voilà. C'est la logique du cauchemar, ce qui est encore quelque chose qu'a largement repris David Lynch, si on veut. Mais ça vient toujours de quelque chose d'essentiel. Quand Carlo parle de survie, hein, du côté presque sauvage, primitif, quoi. C'est quelque chose qui est très important chez Argento. Quand il adapte Le Fantôme de l'Opéra, par exemple, en 99, il en fait vraiment l'incarnation de la musique qui vient des tripes contre une espèce de scène bourgeoise et poudrée qui est l'Opéra Garnier. C'est très intéressant de voir, le film a des défauts, mais il a de grandes qualités aussi, et en même temps il est très juste par rapport à ce que pense Argento à ce moment-là. Le Fantôme de l'Opéra, celui qui comprend vraiment la musique, qui vit avec elle, qui la ressent, qui joue pas pour faire plaisir, etc., c'est le contraire de cette espèce de culture haute, si vous voulez, petite bourgeoise, en fait, qui joue pour l'apparence du goût de l'art, quoi. Et ça, et chez Argento, qui connaît parfaitement l'art, il n'oublie jamais ça. C'est que si c'est pour entrer dans un... C'est que l'art n'est que la résultante de quelque chose qui est profondément intime et urgent et indispensable. Voilà. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'art pour lui. Et ça, c'est quelque chose qui transparaît évidemment dans ce film-là, et de façon très claire au début et dans beaucoup de ses autres films. Il filme d'extrêmement près, en fait, tous ces visages, sans parler des plans macro qui sont assez hallucinants, il filme de très près, toujours, c'est un peu hallucinant. Ouais, bien sûr, puis vous avez vu tous les plans. Après, il y a le fétichisme, hein, aussi, quelque chose qui est important chez lui, les fétiches du tueur, la petite poupée, le couteau, les billes, enfin, il y a aussi ça. Enfin, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure que dans le giallo, il y a une dimension fétichiste aussi qui est très importante. Hein. Oui, puis il y a aussi quelque chose qui est assez beau, c'est qu'on parlait de ce mal qui circule, mais chez Argento, les qualités circulent en général. Bon, il n'y a pas que le mal. Et les qualités, voilà. Et en l'occurrence, toutes ces espèces de petites discussions, à la fois un peu malhabiles, sur la féminité, la masculinité, la force de l'un, la faiblesse de l'autre. C'est-à-dire que là, ce qui se joue là, indépendamment de la situation cocasse ou de comédie, là, c'est même pas le problème. Ce qui se joue là, c'est encore une fois un essai d'échange des qualités, de côté indéterminé. Il y a de loin un corps d'homme et un corps de femme. Et ces dialogues-là, en fait, ont uniquement pour fonction de nous montrer que même ces qualités-là peuvent s'échanger. Hein, c'est que ça circule. La féminité, ça dépasse le corps de la femme. Voilà. Et la masculinité, pareil pour le corps de l'homme. Et ça, c'est vrai pour la sexualité. Vous voyez l'importance, chez Argento, il y a très souvent des transsexuels. Ou des femmes qui sont finalement des hommes, ou des hommes qui ressemblent à des femmes. Il aime beaucoup cette indétermination-là. Hein, c'est la façon dont l'apparence nous trompe toujours terriblement. Et c'est quelque chose dont il s'abuse beaucoup. Hein, voilà, on est toujours... on ne sait jamais, quoi. C'est-à-dire que chez Argento, les qualités, disons que l'identité, c'est la somme des qualités qui nous traversent, ce qui est très compliqué, quoi. Et notre identité intéressante, c'est celle de... Alors que je ne sais pas ce qu'il a comme rôle, une espèce de professeur de médium à côté, qui a des cheveux un peu longs. Et c'est vrai, quand il va relever, quand lui comprend qu'elle a laissé le nom, on a le doute, on peut se demander s'il veut être le premier à savoir, à découvrir le nom parce que ça peut être lui en fait, ou si effectivement il veut continuer avec elle. On a un doute sur le personnage. D'ailleurs, cette séquence, elle est extraordinaire. Bon, le problème, c'est que on peut faire jusqu'à 4h du matin sur Profondo Rosso. Mais cette séquence-là, elle est très très belle parce que le moment où Amanda Righetti, celle qui a écrit le roman, etc., en fait, donc, elle est tuée. Donc, bon. Et ce qui est très beau, c'est que cette séquence est d'abord une référence à une très célèbre séquence d'une femme disparue d'Hitchcock. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Une femme disparue d'Hitchcock, il y a un début de preuve que Miss Freud a vraiment existé parce que son nom a été inscrit à la buée sur la vitre. Bon. Donc,
j'ai pas le temps là, mais c'est très intéressant de comprendre pourquoi est-ce que Argento va chercher une femme disparue à ce moment-là. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sur l'image latente et l'arrière-monde. C'est que chez Argento, c'est quelqu'un qui considère toujours que, et vous voyez la façon dont on gratte des surfaces, on franchit les murs, des rideaux, on va aller voir derrière. Bon. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ce moment où il a le dessin de la villa, et puis il comprend avec un aplat qui a un volume. Enfin, c'est très, très subtil, quoi. Et en même temps, dans cette séquence-là, ce que raconte cette séquence-là, c'est qu'au fond, il y a deux images en une. L'image du carreau, mais si on change l'environnement, climatique, atmosphère, etc., il y a une deuxième image qui apparaît. Et ça, c'est le programme des films d'Argento, 3 ou 4 ou 5. Ça veut dire que dans chaque image, il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est quelqu'un... Alors, après, il faudrait revoir le film, mais c'est quelqu'un qui utilise relativement peu le hors-champ par rapport... Parce qu'on se dit, Argento, c'est un cinéma de la peur. Le cinéma de la peur, on pourrait dire, d'un point de vue classique, utilise beaucoup le hors-champ. Qu'est-ce qui vient des côtés du cadre ? Ça va être quoi le plan d'après ? Le hors-champ, c'est un des grands carburants, un des grands leviers du cinéma de la peur. Heureusement qu'il y a le hors-champ pour foutre la trouille, quoi. Argento, très peu. Et pourquoi ? Parce que c'est un moderne. Parce que pour le moderne, l'ailleurs, c'est pas le hors-champ. C'est pas ce qu'on voit pas. L'ailleurs, il est dans l'image. À nous de savoir révéler ce qu'il y a dans l'image, comprendre, aller au-delà, chercher, etc. Donc le fait que chez Argento, il y ait une telle désactivation du hors-champ montre, qu'il est moderne, deux, fait qu'on doit s'interroger sur les images qu'on voit. Autrement dit, l'ailleurs, il n'est pas à côté, il est devant nous. Alors il est où ? Voilà. Et je pense que cette idée d'image gigogne, si on veut, un peu comme un millefeuille, on sait que c'est l'image gigogne, c'est ce qui remplace chez lui le hors-champ. Vous voyez, dans le cinéma classique, on attend qu'on dévoile ce qu'on n'a pas vu à côté. Dans le cinéma d'Argento et dans le cinéma moderne, on attend de voir ce qu'il y a derrière l'image qu'on voit déjà. Autrement dit, c'est dans la profondeur que se loge l'énigme et le mystère du monde. D'où le titre Profondo Rosso, qui est autre chose que les frissons de l'angoisse. Et c'est pas sur les côtés, si vous voulez. Et donc cette séquence de la buée, elle est vraiment géniale, parce que comme toutes les séquences d'Argento et de Profondo Rosso, elles disent toutes 2, 3, 4, 5, 6 choses à la fois, quoi. Alors justement, pour rebondir sur cette image de la buée, je ne sais pas pourquoi, mais s'impose quand même. Dans le bar aussi, il y a la buée brûlante. Et bon, alors, quel est vraiment le rapport ? Je ne vois pas, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Oui, non mais attention, il faut pas se dire surtout buée égale. Ouais, ça c'est le pire truc qui soit. Il n'y a pas chez Argento buée égale. Le truc, c'est de se dire, voilà, dans chaque séquence, là vous parlez de la buée de la baignoire et la buée de la machine à café, ou du cappuccino, c'est plutôt un cappuccino qu'un café. La buée intervient 2 fois, mais il n'y a pas de raccord, il n'y a pas un discours sur la buée dans Profondo Rosso. Par contre, il y a une façon d'intervenir à chaque fois qui dit des choses complètement différentes, que ce soit l'image dans Une femme disparaît ou la question de la communication dans le bar, quoi. Mais par exemple, Argento, le motif qu'il préfère sans doute, c'est le motif aquatique, c'est l'eau. Il y a toujours beaucoup d'eau chez Argento parce que chez lui, l'eau est liée au mal. Et l'eau est liée à la circulation du mal, plus précisément. D'ailleurs, la première fois que Masha Merrill sent qu'il y a la mort autour d'elle, elle boit, elle sent qu'il y a la mort, elle rejette cette eau-là. Ce qui est évidemment le moment d'équivalence à l'image très directe fait entre la mort et l'eau qui circule et le mal. C'est toujours chez Argento, début Suspiria, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce c'est une façon pour lui de montrer la circulation en action. Et quand il y a beaucoup d'eau chez lui, quand il pleut très fort, c'est souvent le signe du déchaînement du mal chez Argento. Là, oui, il y a un côté, on pourrait dire, non pas systématique, mais en tout cas très récurrent chez lui. La pluie torrentielle, c'est le déchaînement torrentiel du mal chez lui, toujours. Suspiria, Ténèbres, etc., etc. Quand il commence à pleuvoir dans un film d'Argento, ou quand l'eau commence à apparaître, à s'écouler, là, on a un peu d'inquiétude à se faire, quoi. Voilà, là, il y a un motif cohérent chez lui. Écoutez, merci beaucoup. Et donc, rendez-vous le mois prochain pour un film formidable, mais un peu plus difficile. Qui est La Baie sanglante de Mario Bava. Voilà. Allez, bonne soirée.